Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et je suis vraiment content de vous retrouver ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric et je représente Nutrilogix. Et ce soir, on va vous parler d'un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, bien manger pour bien apprendre, la nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Alors, on le sait, aujourd'hui, les enfants et les ados sont sollicités en permanence avec les écoles, les devoirs, les activités extrascolaires, les écrans, les réseaux et les jeux vidéo, et parfois des assiettes qui sont pas toujours au top. Et au milieu de tout ça, vous êtes nombreux à vous poser les mêmes questions. Est-ce que mon enfant est tout le temps fatigué? Est-ce que ça peut venir de son alimentation? Elle a du mal à se concentrer. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ses repas? Et entre le petit déjeuner sucré, les collations, la cantine, est-ce que tout ça est vraiment important? Alors, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment pas de vous culpabiliser, pas d'inquiétude pour ça. On va vraiment aller sur des repères simples pour soutenir la concentration, pour stabiliser l'énergie et l'humeur de vos jeunes et aider les enfants, les jeunes à exploiter au mieux leur potentiel sans transformer, rassurez-vous, vos cuisines en laboratoire. Alors, pour ça, j'ai la chance d'être accompagné de Pierre Van Glodorp. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, tu es nutrithérapeute, naturopathe, spécialisé depuis plus de 20 ans maintenant dans les problématiques de surpoids, d'alimentation, de déséquilibre, de fatigue, de stress et différents troubles. Et tu es aussi conférencier, on le voit d'ailleurs ce soir, et formateur en nutrithérapie également, auteur de nombreux ouvrages. Alors, vous allez le voir, surtout, Pierre a une qualité, c'est de pouvoir simplifier ce qui pourrait être complexe et de rendre vraiment les outils, de vous donner des outils pratico-pratiques qui seront applicables dès demain matin si vous avez ce qu'il faut, et je l'espère, dans vos armoires et dans vos frigos. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter quand même, et surtout, sentez-vous libre. Il n'y aura pas de mauvais parents ici, juste des parents qui cherchent une solution, et c'est déjà énorme. Pierre, merci d'être avec nous ce soir. Je te laisse la parole pour nous expliquer pourquoi, finalement, bien manger, c'est aussi bien apprendre. Bonsoir tout le monde, merci Cédric, merci Nutrilogique de me donner l'opportunité de partager ces connaissances à un maximum de personnes et je suis très heureux que le laboratoire Nutrilogique propose justement cette thématique aussi au grand public parce que j'ai l'habitude pour Nutrilogique et d'autres laboratoires de donner des formations plus destinées aux professionnels, mais ça me tient à cœur aussi de former le grand public qui est très demandeur de ça et qui demande à apprendre. Et je pense que ceux qui m'écoutent, je suis ravi parce qu'il semblerait que vous êtes plus de 900, donc c'est Mhm. génial. Donc, et je pense que voilà, si vous êtes là, c'est que vous voulez apprendre des choses. Et donc, je vais essayer de le faire le plus pratique possible, vous expliquer aussi le pourquoi, parce que quand on sait pourquoi, on a plus envie de le faire et vous apporter certaines connaissances, parce que voilà, moi, j'ai aucun mérite de bien nourrir mes enfants, parce que c'est une évidence pour moi, parce que je sais ce que je leur donne à manger. Et donc, le fait de comprendre, de connaître, à un moment donné, on doit plus faire d'efforts pour essayer de faire les bons choix. Ça devient un peu évident. Je prends souvent l'exemple, c'est comme un architecte, s'il vient voir ma maison, je pense qu'il aurait pas mal de remarques à faire. Il me dira, tu aurais dû penser à utiliser cet isolant-là, tu aurais pu faire une pièce là. Ben oui, mais c'est pas mon métier, on m'a jamais appris. Et donc, je vous félicite de prendre un peu du temps ce soir pour apprendre quelque chose d'essentiel, hein, comment bien nourrir nos enfants, parce que c'est clair que c'est pas, on n'apprend pas ça à l'école. Et beaucoup des habitudes que l'on a sont des fois dictées par l'agroalimentaire à coup de publicité et de médias. On se rend compte des fois que nos enfants mangent un peu comme la télévision te leur dit de manger. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une approche plus scientifique, qu'on vous explique vraiment les tenants et les aboutissants de ces recommandations, parce que voilà, quand tu entends certaines recommandations de l'agroalimentaire, tu te demandes où ils vont les chercher. On va parler de tout ça. Donc, et puis à la fin, comme Nutrilogique et aussi c'est grâce à ce laboratoire que je peux faire cette présentation-là ce soir. Je présenterai certains compléments alimentaires que personnellement, moi, j'ai donné et je donne toujours à mes enfants
pour bien, pour bien aborder cette période hivernale et essayer de renforcer l'immunité de nos enfants pour qu'ils ne soient pas malades et qu'ils grandissent bien. Voilà, donc le bien-être et la santé de nos enfants, c'est l'objectif numéro un de la population, hein. On va se le souhaiter le 31, on va se souhaiter une bonne année, mais surtout une bonne santé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas qu'une question de chance, hein. On peut vraiment potentialiser cette santé-là. Beaucoup d'enfants souffrent de stress. C'est peu connu, hein, mais il faut savoir que l'adolescence est une des périodes les plus compliquées sur toute notre vie. Donc, je parlais avec encore des pédiatres, c'est impressionnant le nombre de jeunes au moment de l'adolescence qui ont des troubles alimentaires, qui sont vraiment pas bien dans leur peau. Et on en parlera un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à aborder cette période qui, d'un point de vue physiologique, il y a des explications qui sont pas bien parce qu'il y a cette explosion d'hormones et tout ça. Donc, on verra un petit peu que, voilà, se préoccuper du stress des jeunes, ben, ça me paraît essentiel. Trop peu d'eau, des sodas. Voilà, tout ça pour introduire. Vous voyez, je vous ai mis cette petite photo avec un soda, une canette surtout, parce que on va parler aussi ce soir des perturbateurs endocriniens qu'il faut vraiment essayer d'éviter chez les jeunes. C'est mauvais chez tout le monde, hein, mais plus on est petit et les fœtus en premier, plus on est perméable à ces saloperies-là. Et on va voir qu'il faut vraiment s'en prémunir parce que, vous savez, je travaille beaucoup dans la prévention des cancers. Les cancers numéro un, ce sont les cancers du sein chez la femme et le prostate chez l'homme. Donc, ce sont des cancers hormonodépendants. Et donc, le sein n'avait pas prévu d'être exposé à ces perturbateurs endocriniens, ce qui génère une explosion à l'heure actuelle de ce type de cancer. Donc, on va reparler de ça. Trop de sucre. Le sucre est un psychotrope assez puissant, hein. Il y a 50 ans d'ici, on consommait 5 kilos par an par personne et maintenant on est passé à 80 kilos. Ce qui explique, si vous voulez, qu'on a tant de gens qui souffrent de diabète. Et donc, on peut se dire, oui, mes enfants, ils mangent du sucre, c'est Saint-Nicolas et tout ça, c'est pas grave, ils sont pas malades, ils grandissent bien, c'est vrai. Chez les enfants, bah, ça n'a pas ou peu d'impact, mais comprenez bien qu'un pancréas, il est fait pour vivre 100, 120 ans. Donc, si on tire déjà dedans dans les premières années de la vie et qu'il est sursollicité par une consommation importante de sucre, ben, vous risquez que le pancréas crache de l'insuline. Et au début, on ne le voit pas, hein, on ne le voit pas. Et puis, c'est des fois quand tu as 40, et c'est comme ça qu'en consultation, j'ai des gens de 40 ans qui ont du diabète gras, le diabète des grands-parents, en fait. C'est un truc qui est complètement euh, qui n'est pas du tout logique, si vous voulez, parce que c'est quelque chose qui s'attrape bien plus tard, mais ça s'attrape de plus en plus jeune, malheureusement, avec toutes les conséquences cardiovasculaires que ça peut avoir. Et donc, on se retrouve avec des jeunes, hein, ils ont moins de 50 ans, qui souffrent de ces pathologies-là. Et je vous en parle parce qu'en fait, ça a commencé dès l'enfance. Et donc, c'est un peu comme votre voiture, si vous tirez dedans, et que vous faites pas attention, vous faites pas les entretiens, vous accélérez, vous freinez, vous faites pas attention, eh ben, votre voiture, elle fera pas 100 000 kilomètres. Or, elle est prévue pour faire 200 000 300 000. Notre corps, c'est pareil. Si tu le malmènes, à un moment donné, ben, tu payeras les pots cassés. Et donc, voilà, je sais bien que des fois, ce que je ne vois pas n'existe pas et on se dit, bah, où est le mal? Ça leur fait plaisir, mais voilà, on en paye des fois les pots cassés bien plus tard. Et surtout, c'est des mauvaises habitudes qui sont intégrées dès l'enfance. Et donc, vous avez des gosses qui mangent les petits Kinder Surprise pour avoir la petite surprise. C'est sympa, c'est gai, c'est joli. Et puis, tu vois que la mère en mange aussi quand même encore à 40 ans, tu vois. Donc, il y a des habitudes qui sont prises dès l'enfance, qui sont très difficiles, même si tu sais que c'est pas bon, de t'en libérer parce que c'est très addictogène, si vous voulez. Donc, vaut mieux essayer de pas en consommer de trop et surtout qu'ils n'en consomment que par plaisir. Vous voyez, et là, malheureusement, un enfant qui va manger un petit gâteau, un petit bonbon, tout ça, et qu'il est heureux d'en consommer, c'est très bien. Moi aussi, je suis content de manger un gâteau, mais je n'en ai pas besoin. Et malheureusement, on a de plus en plus d'enfants qui ont besoin de sucre. Et s'ils n'ont pas leur céréales au petit déjeuner, s'ils n'ont pas des desserts, s'ils n'ont pas des biscuits, à un moment donné, ils deviennent nerveux parce qu'ils commencent à utiliser ça comme un psychotrope qui les apaise. Trop d'écran. Ça, c'est un fléau, hein. Moi, mes enfants, j'ai Charlize qui a 17 ans et Edouard qui a 15 ans.
ben voilà, ils ont toujours un temps d'écran. Et j'ai dit à ma fille, je sais que tu as 17 ans, ça l'embête, mais je dis tant que tu seras chez moi, parce que je connais trop les conséquences de ces écrans, de ces réseaux sociaux sur les jeunes. Et on a malheureusement de plus en plus aussi de jeunes qui ont des troubles du sommeil parce qu'en fait, la lumière bleue, qui n'est pas dangereuse en soi, mais quand tu t'exposes le soir à de la lumière bleue, bah, tu écrases la mélatonine, l'hormone qui te permet de bien dormir. Or, le sommeil est super important chez les enfants. Un enfant qui ne dort pas est un enfant qui ne grandira pas correctement, qui n'aura pas une bonne immunité. Donc, on a malheureusement de plus en plus de troubles du sommeil aussi liés aux écrans. Les fast-foods sont de plus en plus présents et on oublie qu'on est fait pour bouger, on est devenu trop sédentaire. Ben, tout ça, ça a des conséquences. Certains enfants et de plus en plus souffrent de surpoids, fatigués, souvent malades. Vous allez avoir des enfants qui vont être absents plus souvent à l'école que d'autres cet hiver. Pourquoi? Pas parce qu'ils se chopent plus que leurs voisins des virus, des bactéries, hein. Quand tu as un virus qui circule dans la classe, ben, il circule pour tout le monde. Tu as tout le monde qui l'a inhalé. Donc, et pourtant, tu ne vas avoir que certains enfants qui vont être accablés, qui vont avoir de la fièvre et qui ne vont pas aller à l'école le lendemain. Pourquoi? Ben, c'est lié à la réponse immunitaire. Donc, bien sûr, c'est la cause, c'est cet agent pathogène, mais surtout, c'est comment notre immunité, l'immunité de votre enfant répond à cette attaque. Et donc, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc, un enfant qui va arriver carencé en vitamine D cet hiver, carencé en zinc, fatigué, ben sera plus susceptible aux infections. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter justement qu'il soit trop susceptible à ces infections. L'apprentissage aussi. Donc, on a un cerveau qui est fait pour intégrer de la matière, mais malheureusement, si on ne donne pas aux enfants ce qu'il faut pour bien démarrer la journée, qu'on veille à ce qu'ils fabriquent suffisamment de dopamine, de noradrénaline dans le cerveau qui va leur permettre justement d'avoir de la concentration, ben, à un moment donné, ben, ils peuvent justement avoir des déficits d'attention, hein, lié aussi au petit déjeuner. On va en reparler et aussi naturellement au sommeil, parce que si l'enfant ne dort pas bien, c'est clair qu'il ne saura pas bien se concentrer. Donc ce que vous ingérez, ce que vous dégagez, ça paraît évident, hein. On ne va pas mettre de l'essence dans un moteur diesel et pourtant dans le corps, on le fait systématiquement. On met un carburant qui ne lui convient pas et on essaye que ça tourne avec. Et on s'étonne des fois que ça marche pas super bien. J'avais encore un patient tout à l'heure qui me disait, pourtant il mange beaucoup, hein, il vient pour maigrir, il mange beaucoup trop. Et je lui posais la question, mais comment vous vous sentez? Êtes-vous en forme? Il dit, oh non, monsieur, alors je suis vraiment épuisé. Épuisé alors qu'il mange quelque part beaucoup de calories, beaucoup de macronutriments. Je vous dis ça pourquoi? Ben parce que le problème à l'heure actuelle, c'est pas qu'on manque de calories, on en mange même de trop. Mais le problème, c'est que les gens n'arrivent plus à transformer ces calories en énergie. Donc le but, on mange dans enfin, la première raison pour laquelle on mange, c'est quand même de faire de l'énergie, la monnaie énergétique qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. On mange pour faire de l'énergie. Vous mettez du carburant dans la voiture pour qu'elle avance. Eh bien, on est dans une société à cause de produits de plus en plus industrialisés, avec des calories vides, donc pas nutritifs. Les gens mangent, 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 et ils ne font plus de l'énergie avec. Et donc, comme ils ne font pas de l'énergie, ben, vous avez ces macronutriments lipides, glucides, protéines et tout ça, qui ne sont pas convertis en ATP. Donc, ils se stockent. Ils se stockent et les gens, ils mangent et en fait, ils sont crevés et ils grossissent. Donc, l'idée, c'est d'essayer par la micronutrition, par la nutrithérapie, de potentialiser, si vous voulez, cette conversion de macronutriments en énergie. Et pour ceux qui ont fait un peu de science, vous vous rappelez le cycle de Krebs, ben, il y a plein de cofacteurs là-dedans que pour que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que ça peut être justifié de supplémenter des fois nos enfants par un petit complexe multivitaminé dont je vous parlerai à la fin de ce webinaire pour potentialiser la production d'énergie. Alors, on est de moins en moins malin. Regardez cette étude qui a montré que les enfants nés après 1975 seraient moins intelligents que leurs aînés en cause des facteurs environnementaux, culturels, affirment les experts, comme la dégradation de la santé, des aliments ou le temps passé devant les écrans. Donc, ça ne nous a pas rendu les enfants plus intelligents de passer du temps devant les écrans. Euh, Ça, c'est une chose qui est sûre et bien établie à l'heure actuelle.
voyez ici un article dans le Soir qui disait que obésité et alcool, tabac, nos enfants vivront-ils moins longtemps? En fait, je pense qu'il faut profiter des centenaires qu'on a à l'heure actuelle parce que les centenaires qu'on a à l'heure actuelle, ils ont au moins pendant la moitié de leur vie pas consommé de produits de pesticides, de polluants, beaucoup moins de perturbateurs endocriniens et donc, et surtout très peu dans l'enfance, ce qui leur a permis quelque part d'avoir une longévité un peu plus importante. Or, nos enfants, malheureusement, grandissent dans un environnement totalement différent de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, on se dit, est-ce qu'on on dit, on nous dit hein, toujours qu'on vit de plus en plus longtemps, c'est vrai, mais on n'ajoute pas forcément de la vie aux années, on ajoute surtout des années à la vie, si vous voulez. Vous avez beaucoup de personnes qui survivent, entre guillemets, mais qui ont des maladies neurodégénératives, des Alzheimer, enfin, voilà, voilà, il faut aller dans les maisons de repos, voilà, t'as pas envie de vieillir comme ça. Donc, le but de vivre longtemps, c'est d'abord vieillir aussi en bonne santé. Et malheureusement, on voit de moins en moins de personnes qui vieillissent bien, correctement et qui sont en bonne santé. Souvent, ils ont aussi des maladies de civilisation hein, qui les emportent souvent avant, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Hein. L'homme, en se civilisant, a réussi à se créer plus de maladies. Donc, c'est un peu le paradoxe dans nos pays. L'obésité, une véritable épidémie chez les enfants. Vous voyez, 42 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Et ça fait peur parce que si vous voulez, ils démarrent mal leur vie à cause de ce surpoids-là, parce que ça a un impact sur le tissu adipeux, si vous voulez, n'est pas qu'un tissu qui nous enveloppe qui peut être disgracieux pour certains. C'est loin d'être que esthétique, c'est aussi un problème de santé, et notamment le surpoids. Si vous voulez, le tissu gras fabrique aussi des hormones. C'est pour ça que les femmes en surpoids sont plus à risque de faire un cancer du sein. Le surpoids va donner aussi risque de donner une puberté précoce. Donc, qui dit puberté précoce, ben, dit une exposition aux hormones pendant plus longtemps, hein. De la puberté à la ménopause, c'est logique que le sein est exposé aux hormones, mais il n'avait pas prévu d'être exposé à- trop longtemps aussi, parce que si vous voulez, l'imprégnation œstrogénique vécue par une femme, si vous voulez, tout au long de la puberté à la ménopause, détermine aussi son état de santé. Donc, il vaut mieux ne pas avoir une puberté trop précoce et on en a malheureusement de plus en plus, liés entre autres au surpoids, mais aussi aux perturbateurs endocriniens, et une ménopause tardive, parce que ça augmente aussi les risques de cancer hormonodépendant. Donc tout ça pour vous dire que le surpoids, c'est vrai que quand on nous consulte, l'objectif est d'abord esthétique, et ce que je peux comprendre, mais vous imaginez pas, comme vous améliorez votre santé, votre longévité, en perdant aussi du poids et en évitant que votre enfant prenne du poids. Ça a un impact cardiovasculaire, je vous disais, ça augmente les cancers hormonodépendants. Donc il y a vraiment un intérêt en dehors de la silhouette de contrôler son poids. Donc vous voyez, si ça continue comme ça, c'est une petite dia humoristique, mais qui fait peur en même temps. Avant, on avait l'Homo sapiens, maintenant on a l'Homo sapiens obesus, diabeticus, inflammaticus, acidicus, demi-tour, on a tout foiré. C'est clair que d'un point de vue alimentaire, on s'est pas orienté vers les bons choix. Et voilà, et quelque part, ça va aussi de pair avec notre planète, hein, parce qu'à force de ne pas faire les bons choix alimentaires, ben, on a aussi abîmé notre planète. D'un point de vue écologique, ben, cette dernière génération, on a pas mal exploité et abîmé cette planète. Donc, prenons soin de notre corps et prenons soin de notre planète. Alors, petite dia humoristique pour introduire un de mes premiers conseils pour les enfants, c'est qu'on observe dans la nature, si vous voulez, chez les animaux sauvages, très peu d'obésité. Donc, vous imaginez que cette dia est une pure fiction. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui nous distingue entre autres du règne animal, c'est que nous, on intellectualise beaucoup. Donc, on est plus intelligent qu'une girafe, si vous voulez. On est tellement plus intelligent qu'on croit malheureusement savoir mieux que son propre corps. Je m'explique. Donc, quand
la girafe n'a plus faim, ben, vous savez ce qu'elle fait? Elle arrête de manger. C'est intelligent, hein, parce qu'elle s'écoute. Et nous, si vous voulez, ben, quand on n'a plus faim, ben, on finit l'assiette. Il y en a qui m'ont mangé ce soir, vous avez soupé, mais je ne suis pas certain que tout le monde avait faim. Mais vous avez mangé parce que vous avez peut-être peur d'avoir faim. Donc tout ça pour vous dire simplement que vous avez et vos enfants ont un logiciel très très développé et vous imaginez pas le nombre d'hormones qui existent pour essayer de réguler la faim et la satiété. Et malheureusement, on ne ressent plus les choses. On ne s'écoute pas. Et comme on ne s'écoute pas, eh ben, on ne fait pas les bons choix. Donc, et je vous dis ça parce que les enfants, dès la naissance, ce logiciel marche très très bien. Et comme ils sont un peu des girafes au départ et ils sont pas très très malins, eh ben, ils n'intellectualisent pas, donc ils s'écoutent. Et donc, à 2 heures du matin, s'ils ont faim, ben, ils s'en foutent que c'est 2 heures du matin, tu vas me donner le bibi. Et donc, c'est un peu comme ça, et c'est tant mieux quelque part. Et ce que je regrette, et donc, et c'est ce qu'on essaie de changer dans des écoles, c'est d'essayer de ne pas forcément perturber ça. Et par exemple, en école maternelle, on a l'habitude de dire aux enfants à 10 heures, c'est prenez une collation parce qu'on va faire une pause. Or, la sonnette retentit et les enfants, on ne leur demande pas s'ils ont faim, on leur demande de sortir leur collation. Et donc, on mange, en fait, pas parce qu'on a faim, on mange pour faire une pause. Et tu as l'institutrice qui bouffe avec eux, tu sais pas pourquoi, elle n'a pas faim non plus, mais elle mange. Le samedi, elle ne mange jamais, mais bon, là, elle le fait. Donc, si vous voulez, c'est tout ça pour vous dire que on mange de trop et les enfants ont tendance déjà à manger de trop. Et je sais bien que c'est un peu contre-intuitif et surtout peut-être pour les grands-parents qui m'écoutent où on a des fois l'impression que plus le petit mange bien, plus il sera en bonne santé, hein. Moi, j'ai connu ça. J'avais ma grand-mère, je sais bien, qui était dans les Ardennes et tout ça, et j'étais d'ailleurs plus jeune en surpoids. C'était jamais assez, tu vois. Je mangeais, il fallait un dessert, 2 heures après, on me proposait une gaufre. Enfin, et elle avait l'impression de se dire, ben, c'est bien, mange bien, tu es en bonne santé. Il faut savoir que c'est fini. Ce temps est révolu où les gens, où les enfants mouraient de faim. Ça n'existe plus. C'est très, très, très rare. Maintenant, on meurt plus de trop manger dans le monde que de ne pas manger assez. Ça va? Donc, la longévité, donc moi qui étudie pas mal les zones bleues dans le monde, Okinawa, Ikaria en Grèce, la Sardaigne en Italie, tout ça, ce sont des régions, si vous voulez, où on vit plus longtemps. Et une des raisons, il y en a beaucoup, mais une des raisons principales, c'est qu'ils sont pas en surpoids et ils mangent 20% de calories en moins. On ne trouve pas de centenaires obèses. Ils sont tous morts avant. Donc, ne pensez pas que plus je mange et plus mon enfant mange, plus il sera en bonne santé. C'est clair qu'il ne doit pas être en dénutrition, on est d'accord, mais je constate que malheureusement, et souvent, il mange des collations qui sont pas du tout nutritives et qui ne servent à rien, en fait. Il n'y a rien là-dedans. Enfin, donc, et souvent, ils ont besoin de ces calories vides parce que certains démarrent avec des Kellogg's, des Choc-Pix, des Trésors le matin, donc ils n'ont rien dans le ventre. Ils ont du sucre, du sel, des glucides super rapides, donc c'est logique que le petit, il a besoin d'une collation à 10 heures et il essaye de tenir le coup comme ça en mangeant des sucres rapides tout au long de la journée. Et si vous voulez, ça, c'est pas une fiction. Malheureusement, c'est une réalité. On a tendance à stocker très facilement et l'homme peut prendre pas mal de poids parce qu'on a cette capacité, si vous voulez, à stocker, si vous voulez. Pourquoi? Parce que nos adipocytes, si vous voulez, ils peuvent grossir. Il n'y a pas vraiment de limite, si vous voulez, et on a des gènes stockeurs. Et c'est bien aussi, c'est super bien parce que c'est grâce aussi à ça que l'on est toujours là et qu'on peut, qu'on est simplement encore sur Terre, si vous voulez. Parce que nos ancêtres, si vous voulez, ils ne mangeaient pas 3, 4 fois par jour. Ils mangeaient 1 à 2 fois par semaine, ça, pendant certaines périodes. Donc, le corps a dû faire avec un environnement beaucoup plus hostile que maintenant. Donc, dès que l'on mange, si vous voulez, le corps a tendance à garder parce qu'il ne sait pas s'il va recevoir pendant quelques jours. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a changé maintenant. Sauf que notre système génétique se modifie d'1,5% par million d'années. Donc nos gènes, ce sont toujours les mêmes gènes que nos ancêtres. Et donc le problème, c'est que dès que l'on mange une tartine en trop, un petit truc en plus et qu'on n'a pas faim, ben le corps, il dit, je garde parce que je suis pas sûr que tu vas encore manger dans les 3 prochains jours. Et c'est pour ça
qu'on a tendance à facilement prendre du poids et plus difficilement maigrir parce que le corps déteste ça. Ce n'est pas physiologique de perdre du gras pour nos gènes, si vous voulez. C'est pour ça que c'est des fois très facile de prendre du poids et plus compliqué de faire maigrir. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on est toujours là. Donc, on doit adapter notre alimentation à un environnement qui n'est plus du tout hostile. Et c'est pour ça qu'on doit diminuer un peu nos apports caloriques par rapport aux dépenses énergétiques que l'on a. Donc, au cœur de l'actualité, hein, malbouffe, mal manger tue, comment y échapper? On a pris ici un paquet de clopes. Hein. Je pense que plus tard, ben, voilà, ça sera mis aussi sur des canettes, ça sera mis sur, sur des produits alimentaires qu'il ne faut pas consommer ce type d'aliments au risque de tomber malade. Tout cela est logique puisque, comme Aristote le disait, nous sommes ce que nous mangeons. Les aliments que nous consommons sont la seule source d'énergie de notre corps, mais nous mangeons toujours ce dont nous avons envie et rarement ce dont nous avons besoin. Et de quoi un corps a-t-il besoin pour fonctionner? De protéines, de glucides, de fibres, de vitamines, de minéraux et d'eau. Mais si vous voulez, le corps, ça, c'est sa nourriture. Au niveau cellulaire, c'est de ça qu'il a besoin. Donc, comprenez bien que notre corps, il ne mange pas des morceaux de pommes de terre, il ne mange pas des morceaux de steak, il ne mange pas des morceaux de carottes, il mange des micronutriments. Donc, tout ça pour que vous compreniez bien que ce n'est pas parce que vous allez mettre des bons aliments dans votre bouche que tout est réglé. Alors, il y a déjà une bonne partie du taf qui est fait parce que c'est bien de manger équilibré, mais veillez aussi à bien digérer. Et on a des fois des enfants qui digèrent mal et on ne retrouve pas au niveau cellulaire ce qu'ils ont mangé. Donc, apprenez-les, si vous voulez, à bien mastiquer. C'est quelque chose de très, très, très important. On ne s'imagine pas, la mastication va déjà soulager votre tube digestif. Si vous mangez tout rond, je voyais quelqu'un en voiture, il était en train de bouffer son sandwich au feu rouge et il était au téléphone. Enfin, que veux-tu qu'il digère? Donc il mastique pas, tout est avalé tout rond et sans doute il va devoir serrer les fesses l'après-midi parce qu'il va être ballonné, il va faire de la fermentation parce que simplement il a pas, l'intestin n'ayant pas dedans, il va devoir rattraper le travail de ce qui n'a pas été fait dans la bouche. C'est dommage. Et on a plein de gens qui souffrent de côlon irritable, qui ont des problèmes. Tout ça à cause, alors il peut avoir des problèmes fonctionnels, organiques, on est d'accord, mais dans la majorité des cas, là, on constate que les gens ne mastiquent pas assez. Vous voyez ici, si j'enlève une petite ouvrière, le produit fini ne sera pas pareil. Ça va donc décomposer, digérer. Euh, alors, vous ne pouvez pas décider que votre pancréas fasse plus de sucre pancréatique, on est d'accord, mais par contre, vous pouvez décider. Moi, je faisais un jeu avec mes enfants quand ils étaient petits. Je, je disais, celui qui a gagné, c'est celui qui garde le plus longtemps en bouche. Vous voyez, moi, j'ai connu la pub des Chocotoff, là, vous vous rappelez? Donc, tu le gardais super longtemps. Et donc, je jouais à ça avec eux pour leur apprendre que c'était intéressant, justement, de garder longtemps. En plus, ça augmente le nombre de satiété, on conscientise plus, on conscientise plus, et, et on a plus de plaisir. L'estomac doit libérer de l'acide chlorhydrique. Grâce à ça, il va libérer de la pepsine qui va digérer les protéines. Le foie libère la bile. La bile, ça permet d'émulsionner les graisses. Vous avez des enfants qui ont des selles très, très grasses, très collantes. Il leur faut utiliser plein de papier rouleau pour s'essuyer parce que quand ils essuient du beurre, ça plaque partout. Donc, ils n'ont pas une bonne émulsion des graisses, hein. La prochaine fois que vous irez aux toilettes, vous penserez à moi. Donc, pour information, il ne faut pas plus de 3 feuilles de papier. La première pour enlever le plus gros, la deuxième pour enlever le reste, et la troisième pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Et si vous êtes au-delà de 3 feuilles de papier, c'est que peut-être vous avez des selles un peu trop grasses, qui traduit que peut-être votre foie ne libère peut-être pas assez de bile pour bien émulsionner ces graisses. Vous avez la flore intestinale, très très important cette flore chez les enfants. Donc, quand ils ont pris des antibiotiques, quand il faut, mais pensez à refaire une cure de probiotiques après, parce que ça intervient directement aussi dans la digestion, mais pas que dans leur système immunitaire, parce que 70% du système immunitaire est au niveau des intestins, au niveau de ce qu'on appelle des plaques de Peyer. Euh, Mhm. au- donc, très important d'avoir une bonne flore. C'est pour ça que c'est important aussi l'allaitement. C'est important aussi que les enfants naissent par voie basse. Bon, après, on peut rattraper, hein, mais ce sont des choses qui interviennent. Donc, un bon tube digestif va permettre de bien
profiter des nutriments de votre assiette. Ça va? Mais des fois, on se fait l'épargne de ça, on se dit c'est mis dans la bouche, c'est réglé. Et je constate que beaucoup d'enfants, des fois, mangent devant leur tablette, devant la télévision, donc ils ne conscientisent pas, donc ils mangent trop vite et donc ils n'assimilent pas bien. Bien mastiquer et manger lentement. Et donc, c'est les conseils que je donne. Ben, appliquer, les parents peuvent se l'appliquer naturellement parce qu'on est un exemple. Si les enfants vous voient manger au lance-pierre, ben, ils vont faire comme vous, ça va? Voilà, il y avait un gamin, il mangeait trop de sel, mais en fait il a mangé trop de sel parce qu'il voit son père systématiquement mettre la salière. Donc il a fait comme papa, tu vois, je veux être un grand, le gars, le gamin, il a trop de sodium. Et en fait, je dis à la mère, mais comment c'est possible? Ah non, mais il fait comme papa. Ben oui. Voilà. Donc, on est un exemple pour nos enfants. Donc, même s'ils ne nous suivent pas toujours, on est d'accord, hein. Moi, mes ados, ben voilà, ils ont le crise d'ado aussi. Donc, ils rejettent un petit peu, des fois, mes recommandations. Et donc, on fait avec. Mais si vous voulez, il y a des bases qui sont là. Et ça, je tiens aussi à vous rassurer, même si on voit que des fois, ils font un peu n'importe quoi, nos ados. Ben, quand ma fille fera ses courses, je suis certain, hein, quand elle s'installera avec son conjoint et qu'elle fera ses courses au supermarché, elle va remplir son caddie un peu comme elle l'a vu à la maison. Elle ne va jamais acheter de la margarine pour cuisiner. Elle n'a jamais vu ça. Pourquoi elle irait chercher de la margarine? Même si elle rejette, entre guillemets, mes recommandations, elle n'a jamais vu ça à la maison, donc elle ne va pas le faire. Elle va acheter une bouteille d'huile d'olive, elle va acheter une bouteille d'huile de colza, elle va l'acheter dans une bouteille en verre parce qu'elle n'a vu que ça à la maison. Donc c'est pour ça que le fait d'intégrer ça et d'apporter des bonnes références, rassurez-vous, ce sont des choses qui seront reproduites par vos enfants à l'avenir. Donc, malheureusement, le corps reçoit trop de produits raffinés, sels, sucres, médicaments, additifs, etc. Donc, tout ça, ben, ça, vous savez, c'est lié à nos chaînes de production, les conservateurs. On consomme de plus en plus de produits transformés et ultra transformés, hein. Donc, ça, vous savez ce que c'est. Le poisson, c'est pas mal, ça contient des oméga 3, mais quand c'est des fish sticks, c'est des nuggets, si vous voulez, il n'y a plus d'oméga 3. Donc, la valeur nutritive de ça est beaucoup plus faible que celle-là. Les pommes de terre ont un intérêt, les chips ont très peu d'intérêt parce que c'est chauffé à haute température, ça génère des produits en plus cancérigènes, des réactions de Maillard. Alors, une fois de temps en temps, pourquoi pas, à l'apéro chez des amis, je le fais aussi. Mais c'est des trucs qui ne doivent pas rentrer à la maison, ça va. Je n'ai jamais acheté de paquet de chips à la maison, ça va. Alors, ça peut arriver qu'on reçoit des amis. Et encore, c'est devenu de plus en plus rare parce qu'on peut tellement proposer d'autres choses, des houmous, etc. Mais bon, voilà, on peut en manger occasionnellement, mais il ne faut pas en avoir à la maison parce que je vous rappelle que l'environnement crée le besoin. Vos enfants auront envie de chips s'ils savent qu'il y en a dans l'armoire aussi, hein. Et d'ailleurs, c'est les assiettes de Saint-Nicolas. Vous allez voir qu'il y en a qui vont avoir des assiettes de Saint-Nicolas jusqu'à Pâques, hein. Et donc, il y en a toujours qui ont des assiettes de Saint-Nicolas de l'année passée. Ben, tapez à ça à la poubelle parce que à un moment donné, si l'enfant sait qu'il y a un tiroir à bonbons, automatiquement, il en aura aussi envie. Que s'il n'y en a pas, tu en as déjà moins envie. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. J'essaye, en fait, si vous voulez, et pour les patients qui m'écoutent, ben, ils savent bien, je leur ai répété souvent ça, c'est d'essayer que la maison soit le plus propice, si vous voulez, à manger sainement. Parce que dès qu'on sort de la maison et vos enfants, ben, tout est sollicitant. Ils vont aller à la pompe à essence, ben, ils vont voir à la caisse plein de barres chocolatées. Donc, on est dans un environnement très propice à la malbouffe, on est d'accord, hein, dès qu'on sort de chez soi. Et donc, on n'a pas d'autre choix que la maison soit sécure. On est obligé d'y mettre que des bons produits. Parce qu'on sait bien que dès qu'on sort de chez nous, il y aura des tentations. On va aller chez des amis, on va aller au restaurant, ah, on va voir le petit dessert, le petit tiramisu qui nous tente, on va craquer et c'est normal, c'est humain. Et donc, si ça reste occasionnel pour vous et pour vos enfants, il n'y aura pas de problème. Moi, quand je vais au restaurant, ça m'arrive très souvent de prendre un dessert. Donc, mais si vous voulez, un excès, si vous voulez, n'a pas ou peu de conséquences dans un corps qui est bien nourri, qui est bien nourri, si vous voulez. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Un excès est mal géré dans un corps qui est mal nourri au quotidien. Mais si vous le nourrissez bien au quotidien, vous pouvez vous permettre de faire un petit excès.
Et moi, mes enfants, ben oui, ils vont de temps en temps manger un hamburger. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la base est bonne. Et pour y arriver, essayez d'avoir des tiroirs remplis de produits sains parce que vous ne pouvez pas demander à un enfant qui mange des fruits si à côté de la corbeille de fruits, il y a des barres chocolatées. Enfin, je veux dire, nous-mêmes, on n'en serait pas toujours capable. Vous pouvez pas demander à un enfant de boire de l'eau si chaque fois qu'il ouvre le frigo, il voit une bouteille de soda. C'est pas possible. Donc, il faut les aider et il faut s'aider nous-mêmes. Par exemple, moi, j'adore la glace. Si je sais qu'il y a de la glace dans le congélateur, c'est bizarre. Et le soir, quand je regarde des fois une petite série, j'ai envie d'une petite glace, tu vois. Et donc, je vais y prendre. Alors, je fais attention, je prends qu'une boule. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle est tellement bonne que j'ai envie d'une deuxième. Et en plus, la glace, t'as même pas besoin d'avoir faim. Ça descend tout seul. Donc, je me connais. Et pourtant, je sais que c'est pas bon. Et je le fais quand même. Et donc, je ne me mens pas. Comme je suis un gourmand, je fais ce qu'il faut pour ne pas en avoir envie. Ben, j'en achète pas. Alors, vous allez dire, ben, c'est frustrant. Oui et non. Parce que quand j'ai envie d'une glace, je vais la chercher, je la mange sur place ou avec mes enfants. Et c'est ce que je fais, si vous voulez. Je propose, moi, que l'on donne aux enfants de temps en temps une bonne pâtisserie, un bon gâteau d'un bon pâtissier, quelque chose de bon, une à deux fois par semaine, et vous en foutez un éclair au chocolat glacé, on ne regarde pas. Mais quand c'est mangé, c'est mangé. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et le fait, si vous voulez, qu'ils aient mangé quelque chose de très bon, un peu comme un gâteau d'anniversaire toutes les semaines, et ben quelque part, ils auront plus de plaisir que de manger une bête barre de chocolat, des bêtes barres chocolatées, des bêtes biscuits, si vous voulez, où là, comme il y en a, t'en as envie tous les jours. Et ça, j'ai remarqué que ça marchait pas trop mal. Vous voyez, aller avec l'exclusivité. Et ça permet justement qu'ils aient moins envie d'autre chose. Par exemple, j'ai habitué mes enfants à ne goûter que le bon. Je leur ai dit, vous n'aimez pas les biscuits, vous aimez un bon biscuit. Vous n'aimez pas le chocolat, vous aimez un bon chocolat. Et faites-le aussi pour vous. Vous aimez pas le vin, vous aimez un bon verre de vin. Et quand tu conditionnes comme ça ton cerveau et que tu vas vers le meilleur, par exemple, voilà, ça m'arrive d'aller leur chercher des biscuits, des cookies, mais je vais chercher les meilleurs de Liège. Il y a une maison, certains connaissent, ça s'appelle Hippopète. Voilà, c'est pas du tout diététique, mais c'est une tuerie, ces biscuits-là. Les gaufres au sucre, je vais chercher les meilleurs au Guillemin. Et bien, quand je donne ça à mes enfants, ils trouvent ça délicieux parce que ça l'est. Je ne le fais pas trop souvent parce que ça coûte cher et une fois de temps en temps. Quand ils ont mis ça en bouche, si vous voulez, qu'ils ont mangé ça, waouh! Eh ben, ils ne sauraient pas manger une bête de fusil. C'est Mm. impossible. Ils trouvent ça dégueulasse en fait. Donc, plus vous allez vers le top du top, plus vous allez vers l'exclusivité, plus vous détournez des saloperies. Et moi, je l'ai bien vu, ma fille au camp, si vous voulez, ils vont des fois chercher des cookies chez Aldi, des trucs comme ça. Elle ne sait pas le mettre en bouche parce que c'est pas bon. Pour elle, c'est pas bon. Elle fait pas ça pour me faire plaisir. Elle ne trouve vraiment pas ça bon parce que son cerveau a une autre référence. Et donc plus, c'est comme voilà, si vous mangez des fraises en hiver, eh ben vous n'aurez pas autant de plaisir au printemps de manger les premières fraises. Vous comprenez? Donc c'est des choses qui marchent assez bien et qui permet à nos enfants de se détourner vers les bêtises, si vous voulez. Alors, bon, j'avance parce que je fais pas mal de digressions. C'est encore pire qu'en conférence grand public parce que tu vois, ici, je suis chez moi, je suis à l'aise, je me dis, on est parti. Ouais, il faut que je me On concentre. est, on est, on est bien, on est bien. Clémentine a mis pour une fois ses enfants devant la télé pour pouvoir regarder le webinaire. Alors, je vous ai mis ici une étiquette pour que vous rendiez compte de ce qu'on mange. Alors, on ne regarde pas souvent les étiquettes, c'est normal, on n'a pas le temps, mais ici, prenons le temps de regarder une étiquette d'une quiche Lorraine. Une quiche Lorraine, si vous voulez, j'ai pris ça parce qu'en fait, c'est quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire pour faire une quiche Lorraine. Les ingrédients, vous les connaissez. Regardons ce que les industriels nous mettent. Donc la garniture, donc lait demi-écrémé, lardon, poitrine de porc, sel fumé au bois de hêtre, sucre conservateur E250, stabiliseur E450, E451, E407, E410, E415, un anti-oxygène E301, un exhausteur de goût E621, crème épaisse et mental, lait de vache, ferment lactique, farine de blé, donc ça c'est normal. Pâte brisée, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais là ils mettent de l'huile et graisse végétale raffinée, pas génial. Complètement hydrogéné, encore pire, émulsifiant 471, conservateur E202, un acidifiant 330, un colorant. Donc,
ça fait peur, hein. C'est pas un nutritionniste qui fait ça, c'est un chimiste. Et donc, c'est pas bon de manger ça quotidiennement. Et on a beaucoup de jeunes qui sont en côte et qui se nourrissent de bêtises comme ça. Et donc, il faut vraiment essayer de les épargner. Alors, je sais bien que beaucoup de parents essayent, hein, parce qu'on en a pas mal qu'on nous envoie au cabinet. On a un cabinet à Chênay, donc on a beaucoup de jeunes qui sont en supérieur que les parents nous envoient. Et en fait, ils mangent assez correctement, hein, jusque le mardi soir, parce que vous leur avez préparé souvent des doogie back et ils ont une petite soupe et tout ça. Et puis à partir du mercredi, voilà, ils se retrouvent avec des pizzas, des quiches, des trucs. Et le jeudi, ils font la Saint-Nicolas, ils sont morts bourrés dans le carré et ils mangent une pita à 2 heures du matin. Et donc, on se retrouve avec pas mal de jeunes qui sont pas toujours très bien nourris et qui vont à la va-vite. Donc, il y a moyen, et heureusement, on en a aussi de plus en plus qui s'intéressent à ça et qui nous demandent justement de leur apporter des solutions pour pouvoir intégrer ces conseils alimentaires dans une vie estudiantine. Donc, tout ça pour vous dire que on essaye de limiter au maximum les aliments transformés. Comment reconnaître un aliment transformé? C'est un aliment qui a une grande étiquette avec plein d'ingrédients dedans. Pour faire la quiche, tous les ingrédients que vous utilisez pour faire votre quiche, il n'y a pas d'étiquette. Les œufs, c'est les œufs, la farine, c'est la farine, les légumes, c'est les légumes. Ça va? Donc, essayez d'utiliser les vrais aliments. Alors, aussi, on doit faire attention, tous ces pesticides et tout ça, on doit essayer d'aller vers une alimentation plus raisonnée, sans pesticides, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où la limonade est faite de saveurs artificielles et certains meubles sont polis à partir de vrais citrons, et on en est là. Et donc, je vais vous montrer quelques études, parce que faut que vous preniez conscience que ces colorants, c'est vraiment des vraies saloperies pour nos enfants, plus pour nos enfants que pour nous, parce qu'ils, je vous dis, ils sont plus sensibles à ça. Et vous voyez, c'est mis sur c'est écrit en tout petit naturellement, mais ces colorants peuvent avoir un effet nuisible sur l'activité et l'attention des enfants. Et des fois, on donne ça dans des écoles. Et donc, il faut essayer justement de les éviter. Regardez, ici, dans une étude en double aveugle chez 1863 enfants de 3 ans, le retrait pendant une semaine. Moi, je n'en revenais pas. Quand j'ai lu l'étude, je me dis, waouh, une semaine, j'aurais pensé qu'il aurait fallu quelques mois. Des colorants et du benzoate de sodium est associé à une réduction de l'hyperactivité. La réintroduction déclenche une aggravation. Donc, vous voyez, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment une réalité scientifique. Vous avez une grande étude dans le Lancet, donc c'est quand même une référence, une étude randomisée, double aveugle, donc on a du costaud. On donne aux enfants des boissons A ou des B contenant des additifs ou pas. Et bien, ceux qui en contiennent, les colorants artificiels ou le benzoate de sodium, conduisent à une augmentation de l'hyperactivité dans les groupes d'enfants de 3 ans et de 8 et 9 ans. Donc c'est une réalité scientifique. Il faut vraiment essayer d'éviter tous ces conservateurs de ces produits ultra transformés. Faire attention aussi, je vous le disais, aux perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Donc, vous avez, mesdames, vos ovaires qui fabriquent des hormones sexuelles, les œstrogènes, la progestérone. Et donc, le but, c'est que ces hormones aillent se mettre sur des récepteurs. Ça va? Une hormone, n'est rien si elle ne va pas se fixer sur un récepteur. Une glande où il y a beaucoup, beaucoup de récepteurs, et c'est la glande la plus sensible aux hormones, c'est le sein chez la femme et c'est la prostate chez l'homme. Or, génétiquement, le sein n'avait pas prévu qu'il y ait du plastique qui aille se mettre sur ces récepteurs. Mais le problème, c'est que les perturbateurs endocriniens ont la même forme plus ou moins spatiale de vos œstrogènes, donc ils arrivent à se mettre sur les mêmes récepteurs. Et comme ils arrivent à se mettre, ça fait des réponses altérées. Et ça augmente l'imprégnation hormonale et ça augmente, c'est un facteur de risque de développement de cancer hormonodépendant, si vous voulez. Et donc, vous en avez partout. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment conscientiser la population par rapport à ça, parce que c'est un problème de santé publique. Vous avez, vous avez une croissance de 60% de cancer du sein en 25 ans. On n'a jamais vu ça. Et pas que chez les seniors, parce qu'on m'a dit souvent, moi, pendant mes études, c'est normal qu'il y ait plus de cancer parce qu'on vit plus longtemps. Sauf que on nous a démontré qu'il y avait une croissance de 80% de cancer chez les moins de 50 ans. On a des mères qui enterrent leur fille d'un cancer du sein. Ça n'existait pas avant.
Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ces 30 dernières années. Alors, un cancer, c'est très complexe, c'est plurifactoriel, mais en tous les cas, une chose qu'il n'y avait pas il y a 30 ans d'ici, c'était tous ces perturbateurs endocriniens. Et donc, comme le cancer numéro un chez la femme et chez l'homme sont quand même des cancers liés aux hormones, il faut essayer que notre corps gère bien ces hormones et ne pas les exposer de manière excessive avec ces perturbateurs endocriniens. Donc, vous avez une liste ici, vous avez sur Internet, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, on a fait aussi des vidéos pour conscientiser par rapport à ça. Mais voilà, faites attention, tout ce qui est emballage plastique, quand vous achetez votre fromage, vos charcuteries, votre jambon, essayez de le prendre à la découpe. Vous arrivez à la maison, vous mettez dans un pot en verre. Ça va rien changer à votre vie. C'est des trucs faciles, vous voyez. Vous faites un houmous, un guacamole, vous conservez ça dans un pot en verre. Tout ce qui est gras, c'est une règle. Vous le conservez dans du verre parce que les phtalates, les bisphénols sont liposolubles. Ils adorent le gras. Donc, une bouteille d'eau en plastique, c'est pas bon, il y a des microplastiques, mais c'est encore bien pire qu'une bouteille d'huile en plastique. Ça va? Donc, voilà, parce qu'on doit hiérarchiser quelque part les dangers. Donc, ouais, les peintures, tout ça, faites attention, les produits détergents, vous avez une liste ici. Donc, c'est que je vous disais, ça va être interdit, vous verrez sur le marché, il y en aura bientôt plus. Mais ça prend du temps. Certains États, notamment San Francisco, ont complètement retiré les bouteilles en plastique. Donc il faut absolument éviter. Regardez, les enfants qui ont été exposés. Donc c'est une étude intéressante qui montre que on a des enfants qui ont été exposés ou non à des pesticides des agriculteurs. Donc on a pris des enfants qui sont nés à la montagne ou des enfants qui sont nés dans la vallée. Ils ont 4 ans, ces enfants-là. Et à 4 ans, on leur dit, est-ce que tu pourrais faire un petit dessin d'un bonhomme? Ben voilà, un enfant, ce qu'il est capable de dessiner à 4 ans quand il n'a pas été exposé aux pesticides. Et voilà ce qu'un enfant dessine à 4 ans quand il a été exposé aux pesticides. Et des études comme ça, on en a plein. C'est pour bien vous faire comprendre que l'exposition à ces perturbateurs endocriniens, déjà in utero, impacte le développement cérébral. Donc, et c'est pour ça que nous, quand on reçoit des femmes enceintes, parce qu'on s'occupe pas mal de l'alimentation pendant la grossesse, mais j'aime encore mieux les recevoir avant la grossesse, faire de la préconception. Dans mon équipe, il y a Véronique Declercq qui fait ça. Et donc, c'est très important parce qu'on explique aux futures mamans qu'on va essayer d'essayer d'avoir un fœtus qui ne va pas être exposé, si vous voulez, à ces perturbateurs endocriniens. Et ça ne change pas la vie, hein. Le tout, c'était des fois de le savoir. Donc, je ne peux que vous inviter de télécharger des applications Yuka, encore mieux pour les produits de cosmétiques Incy Beauty, et vous scannez et vous regardez ce que vous mettez quotidiennement sur votre peau, le déodorant, le dentifrice, la crème de jour et le gel douche pour les enfants et tout ça, et vous scannez, et vous allez vite voir qu'il y a des fois des choses que vous devez taper et que vous n'auriez pas pensé. Parce que en plus, ça vient de la pharmacie. Ben oui, ben, moi, des fois, ce qui vient de la pharmacie, je le dis, j'avais été chercher de la crème solaire, j'étais à la mer, j'en avais pas. Et ben, j'ai trouvé aucune valable à la pharmacie. Et j'expliquais à la pharmacienne qu'il y avait un problème. Donc, que scanner, bon, c'est le plus ça parce que moi-même, je ne saurais pas tout connaître non plus. Et surtout, il y a des alternatives. C'est pas comme, voilà, c'est pas du déo, rien du tout. C'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas puer, ça va. Il y a des alternatives. Vous pouvez avoir des super crèmes de jour. Vous pouvez avoir des trucs. Avant, on ne les avait peut-être pas, mais maintenant, il y a des fabricants qui font des choses safe, comme on dit. Donc, attention, essayez de consommer des fruits et des légumes le plus bio possible pour éviter d'être exposé à ces polluants. Alors, on ne doit pas être non plus sectaire et tout ça. Comprenez que le pesticide, il est sur la peau. Donc, c'est mieux de manger tout bio. Mais par exemple, si vous mangez un ananas qui est pas bio, c'est pas trop grave. Alors, il sera plus nutritif si les bio, on est d'accord. Mais comme vous ne mangez pas la peau de l'ananas et que vous coupez quand même 1 à 2 centimètres de peau, si vous voulez, on a retrouvé très peu de résidus de pesticides dans la chair d'ananas. Donc voilà, là, c'est pas trop grave. Mais par contre, une pomme, il faut qu'elle n'aille pas subir de pesticides parce que les pommes, même locales de Haut-Belle, elles subissent 20 à 30 traitements, hein, ça va. Donc il faut essayer de, de les prendre plutôt bio pour ne pas avoir, parce que c'est un fruit en plus consommé de manière assez importante chez les enfants. Ou alors laver-les très très bien. C'est pas juste un petit peu d'eau comme ça, c'est les laisser au moins
une heure dans une eau avec du bicarbonate de soude ou un peu de vinaigre de cidre pour pouvoir avoir, par un phénomène d'osmose, si vous voulez, une migration du pesticide vers l'eau. Ici, je vous ai mis d'autres études. Et pour ceux qui n'y croient pas, parce qu'on a toujours des gens réticents qui disent ah, le bio, ça sert à rien. Si vous voulez, moi, je ne suis pas dans la croyance, je ne crois rien. Je regarde les études, et ici, on a une grande étude qui a montré que les gens qui mangent bio, à 50%, à 100%, on n'en a pas trouvé, mais à 50%, il y a un risque de 25% de cancer en moins. Voilà, tout cancer confondu. Cancer du sein, c'était 36%, les lymphomes, c'était 68%. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur notre santé de manger des produits dépourvus de traitement? Oui, ça va, c'est un fait scientifique. D'autres facteurs néfastes à notre bien-être, changement du rythme de vie, naturellement, moins de temps pour les repas, la détente. Et quelque chose que vous devez faire très attention, c'est la publicité chez les enfants. Donc, je vais prendre quelques minutes pour justement vous en parler parce que des fois, on a la motivation de faire manger correctement nos enfants et ils sont des fois très réfractaires et des fois, il faut se poser la question pourquoi ils sont réfractaires à ces changements parce qu'en fait, ils ont été très, très sollicités dans leur petite enfance par des images, par des médias qui leur a fait acheter, malheureusement, et ils leur donnaient envie d'acheter ces produits industriels. Donc, il faut savoir que de 0 à 17 ans, un enfant a vu au moins 77 000 fois des publicités qui faisaient la promotion du sucre. Comment voulez-vous que les petits n'en aient pas envie? Ils sont massacrés d'informations par rapport à ça. Tout ce qu'ils regardent à la télévision et tout ça, regardez les événements sportifs, le mondial de foot et tout ça, les sponsors sont que la malbouffe, malheureusement. C'est que ça. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont les moyens. Mais on leur a donné ces moyens-là, hein, parce qu'il y a assez de consommateurs pour acheter ces bêtises-là, malheureusement. Et comme je disais, on nous vante la merde parce qu'on achète de la merde, hein. Et on n'est pas obligé de l'acheter parce qu'on les enrichit, ces gens-là, et on se retrouve avec des aberrations que Coca-Cola a un budget publicité équivalent du budget de l'Organisme mondial de la santé. Donc comment voulez-vous combattre ça? Donc c'est comme ça qu'ils ont des tels moyens pour faire des publicités. On va avoir bientôt le Père Noël Coca-Cola avec son petit camion magique. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ça, et c'est tendance. Et donc, il faut cesser d'exposer nos enfants à ça. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile puisqu'ils sont partout. Donc, moi, j'essayais petit de ne pas les mettre trop devant la télévision avec toutes ces publicités-là parce que ça leur donne envie. Il faut comprendre qu'un enfant, si vous voulez, toute cette publicité est destinée à nos enfants. Quand vous allez au supermarché, si vous voulez, les nounours que vous voyez, le tigre de chez Frosties et tout ça, c'est pas pour nous, c'est pour les gamins que c'est fait. Donc, la cible privilégiée, c'est d'abord nos enfants, c'est pas nous, parce qu'il y a personne ici qui croit que ce sont les marmottes de chez Milka qui font le chocolat. Mais vos gosses, ils y croient. Il y a personne qui croit que c'est la mamie de chez Materne qui fait la confiture. Vos gosses, ils peuvent y croire. Et donc, comment faire? Il faut essayer de les préserver. De les préserver. C'est pas facile, mais en tous les cas, moi, quelque chose que j'ai fait et ça a bien fonctionné, c'est que je ne les ai jamais pris avec moi au supermarché. Donc, ils allaient au magasin bio, on allait chez le maraîcher, on allait, si vous voulez, dans des endroits où je savais bien qu'ils n'étaient pas trop sollicités. Parce que je ne peux pas demander à mes enfants d'avoir de la volonté par rapport à cette publicité très agressive. C'est logique que ça donne envie quand tu te promènes dans ce rayon-là. Donc, évitons de leur donner envie. Je vous rappelle, l'environnement crée le besoin. Un enfant, quand il est dans la voiture et que vous allez faire les courses, il ne pense pas à la bouffe. Vous le mettez avec vous dans la charrette, il voit tous ces messages et il en a envie. Et alors on craque. On dit, ah, pas de. Et donc, si vous voulez, on a envie de quelque chose que l'on connaît. Si on ne le connaît pas, on en a déjà moins envie. On est d'accord. Donc, essayons le plus longtemps possible de les préserver. Alors, vous allez me dire, oui, à un moment donné, ils vont y aller. Oui, mais c'est pas grave parce que si vous voulez, ils ne seront pas drogués par ces aliments-là. Moi, mes enfants, ils n'ont pas envie de ça, si vous voulez. Et beaucoup de mes collègues, ils n'en ont pas envie parce qu'en fait,
ils se sont pas habitués à les consommer. Alors certes, ils peuvent avoir plaisir de temps en temps à en manger, mais ils n'en ont pas besoin. C'est vraiment ça la distinction. Un enfant qui a du plaisir à manger un gâteau, pas de souci. Mais un enfant qui en a besoin, et on en a malheureusement de plus en plus, parce qu'il bouffe trop de sucre tous les jours, et ça devient un psychotrope assez puissant. Parce qu'on nous fait croire n'importe quoi, hein. Donc manger des Twix à chaque repas, manger des Twix, manger du pain à chaque repas, il n'y a pas de problème, hein. C'est bon pour la santé. On vous montre la baguette blanche, index glycémique assez élevé. Donc j'espère que vous avez tous du Nutella dans vos armoires parce que je ne sais pas comment les enfants pourraient grandir, hein, parce qu'il leur faut du bon lait, du bon chocolat, des bonnes noisettes. On se fout de nous, hein. C'est premier ingrédient du Nutella, c'est du sucre. Deuxième ingrédient de l'huile de vidange, enfin non, de l'huile de palme. Et il y a en effet un peu de noisettes. Et les noisettes, c'est excellent pour la santé. Le cacao, c'est excellent pour la santé. Mais moi, je fais du choco. Mes enfants ont de la pâte à tartiner. Mais j'achète de la purée de noisettes, un mélange purée de noisettes amandes. Je fais fondre un peu de chocolat noir. Je mets un petit peu de cacao en plus, un petit peu de cannelle, et c'est bon, c'est super bon. Et on peut manger de la pâte à tartiner, mais on ne saurait pas se nourrir avec du sucre et de l'huile de palme. C'est pas ce qu'il nous faut pour le cerveau d'un enfant. Alors, et vous voyez, pour vous dire comme c'est vicieux, j'ai vu ça dans des salles de gym, hein. Donc, comme c'était le sponsor d'un événement, eh ben, ils ont foutu un panneau dans la salle de gym de l'école. Pain et Nutella, l'union fait la force. Mais les gosses, ils voient ça, tu vois. Enfin, faut vraiment essayer de se préserver. Regardez cette publicité. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Ils sont vicieux, hein. Donc, les gamins qui ont 9 ans, ils veulent être comme le grand frère. Ils veulent être comme papa, hein. Quand tu as 9 ans, on a tous eu, on a envie d'être plus grand. Eh ben, faut aller au Burger King, hein. Comme ça, tu attrapes de la barre, tu deviens un homme, hein. C'est, voilà, faites attention. Et à un moment donné, si vous voulez, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ça sert à rien de combattre ça. On va essayer de faire du marketing positif. Donc, on peut faire l'inverse avec des bons aliments. Donc, par exemple, si vous voulez, on a vu j'ai une ASBL qui s'appelle Saccharé et on va toutes les semaines dans des écoles faire la promotion de la santé par la nutrition. On a fait un jeu de table récemment. On essaye de trouver des moyens didactiques pour intégrer des bonnes habitudes chez nos jeunes. Et donc, on a dans des écoles, on essaye d'intégrer, si vous voulez, des potagers didactiques. Et ces potagers didactiques, si vous voulez, ont pour but, pas de nourrir l'école naturellement, mais de faire jouer les enfants avec les fruits et les légumes. Parce que dans certaines, moi je suis de Liège, dans certaines écoles, à Angleur et tout ça, eh ben, la directrice me disait, il y a certains enfants qui n'ont jamais vu un légume pousser. OK. Et donc, le fait de jouer avec ça, que l'institutrice dès la maternelle, on prend un petit arrosoir, on va jouer et on va voir les petites tomates cerises grandir, eh bien, on a vu que les enfants qui goûtaient cette tomate cerise qu'ils ont vu grandir, ils la trouvaient bonne. On allait dans l'autre classe, on donnait les mêmes tomates cerises à une classe qui n'avait pas joué et qui n'avait pas vu grandir ces petites tomates. Eh ben, ils ne la trouvaient pas bonne. Ils mettaient en bouche, ah, dégueulasse, ça. Et puis, le voisin voyait ça. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a fait du marketing avec eux. On a fait du marketing en leur apprenant à connaître, à jouer dans la terre, à voir ces plantes grandir et donner leurs fruits et leurs légumes. Donc, on peut utiliser ça à bon escient pour, et j'appelle ça du marketing positif pour les enfants. Parce qu'il ne faut pas se moquer trop des ânes qui avancent derrière une carotte. Les humains, ils achètent un coca parce qu'il y a leur nom dessus, hein. On en est là, hein. Alors, on dit toujours que c'était mieux avant, ben, pas forcément. Regardez, ça fait réfléchir, hein. Là, c'est choquant, hein, à notre époque. Mais pour nos grands-parents, ça l'était pas parce que c'était des jus de fruits pétillants à l'époque. Après la Seconde Guerre, si vous voulez, le sucre a été mis en avant. On pensait que le sucre, ben, c'est bon, c'est l'énergie. Oui, c'est surtout le diabète, mais on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Et donc, il y a eu des publicités comme ça. Ici, je suppose qu'il n'y a aucun parent qui m'écoute qui donne encore de la bière de table à ses enfants, mais moi j'ai connu dans les Ardennes de la bière de table. J'avais 8 ans, on m'en donnait, hein. J'ai connu dans les communions qu'on servait des whisky et des clopes, tu vois. Tu avais des plateaux de clopes comme ça. Tu fumais pas, mais là tu fumais, tu vois. Et c'était comme ça. Est-ce qu'on voulait nous empoisonner? Non, mais on n'avait pas la connaissance que l'on a à l'heure actuelle. Et on s'est rendu compte que de donner de la bière aux gosses ou du vin rouge, on donnait du vin rouge en France et de la bière de table en Belgique, on s'est dit, waouh, on voit que la concentration n'est quand même pas top.
je pense qu'il faudrait peut-être l'interdire dans les écoles. Et donc, il y a eu des lois qui sont passées pour dire on arrête de donner de l'alcool aux gosses. Et donc, c'est entre guillemets, ça fait sourire maintenant, mais il y a eu une époque où on a cru que c'était inoffensif. Fumer, tout le monde s'est mis sur les paquets clopes, tout le monde sait que le danger de fumer. Mais avant, c'était le docteur qui vous disait de fumer. On utilisait l'image médicale pour vous faire fumer. Moi, mon grand-père m'a dit que sa première cigarette, il l'a fumée parce que mon arrière-grand-père lui a offert une clope pour sa grande communion. T'es un homme, mon gamin, tiens, voilà une clope. Est-ce que mon arrière-grand-père a voulu empoisonner son fils? Bien sûr que non. On ne savait pas. On ne voulait pas le savoir. Vous voyez, donc j'aime bien te regarder des fois ce qui se passe dans notre histoire parce que on est en train de reproduire exactement la même chose. Si je donne encore des conférences en 2050, je dirais, vous savez qu'en 2025, il y avait dans les universités et même dans les hôpitaux, dans les écoles, des distributeurs à soda. Et en fait, tu avais les gamins, on leur donnait une pièce d'1 euro en 2025, ils mettaient la pièce et il y avait un coca qui tombait dans une canette avec plein de perturbateurs endocriniens. Ah oui, c'était comme ça en 2007. Je te jure, c'était comme ça. Ils n'étaient pas conscients du danger. Ben non, tu sais, on en va vous voyez, ça va se passer comme ça. Alors, soit on attend qu'il y ait des lois qui interdisent, ou soit on s'informe. Voilà, l'amiante, on sait depuis 1908 que c'est cancérigène. On le sait. Et c'est à partir des années 80 qu'on a arrêté de financer cette industrie. Donc il a fallu plus de 80 ans pour arrêter ce cauchemar. Vous voyez, donc c'est ça que, voilà, même si des fois ce que je vous dis, on se dit, oui, mais si c'était vrai. Et c'est ça le danger, parce qu'ils sont tellement forts qu'on ne voit pas le danger. Si vous voulez, quand vous allez à l'hôpital et que vous voyez des distributeurs à soda dans un endroit, une clinique universitaire, on se dit, ben non, si c'était si mauvais que ça, il n'y en aurait pas. Et c'est ça qu'il faut faire attention, parce que la banalisation de certains aliments, ça les rend, entre guillemets, inoffensifs, si vous voulez. Et c'est ça qu'ils font pas tomber dans le panneau, un peu comme la clope à l'époque. Vous comprenez? Donc, et c'est pour ça que... Mais comme les lobbies sont tellement puissants, ben, c'est pas ça. Mais en tous les cas, on a le choix de ne pas l'acheter. Ça va? On peut pas ne pas choisir l'air qu'on respire, ça, on est d'accord. Mais on a le choix de mettre dans son caddie ce qu'on veut. Ça, on a cette liberté-là. Et donc, profitons-en, on peut le remplir avec des bons aliments et nos industriels vont aussi s'adapter à ça. Parce que si on achète de plus en plus de bons aliments, automatiquement, parce que eux voudront faire toujours du fric, c'est normal, et j'ai pas de souci avec ça, mais on peut le faire sur des aliments sains. Si on n'achète plus de soda, si on n'achète plus de Nutella, des choses comme ça, ben, à un moment donné, ben, ils vont, le responsable du magasin ne va plus en commander si ça ne se vend pas. Donc, quelque part, on dit toujours c'est la faute aux industriels. Oui et non. C'est aussi nous qui sommes responsables de ça parce que c'est nous qui l'achetons et on n'est pas obligé d'acheter ça. Et je vais terminer avec quelques conseils pratiques sur les bons choix au niveau des protéines, des lipides, des glucides. Alors, les protéines, très important, vous en avez d'origine animale et d'origine végétale. Les recommandations sont plus ou moins de 2 tiers de protéines végétales pour 1 tiers de protéines animales pour notre santé, mais aussi pour la planète. Alors, un point important par rapport à la viande. La viande, si vous voulez, il y a des aliments, si vous voulez, s'ils ne sont pas bons ou mauvais. C'est plus complexe que ça. Ils peuvent être bons ou mauvais en fonction de qui va le consommer. Donc moi, j'ai acheté, je vous donne un exemple, j'ai acheté du boudin noir. Il y en a pas mal pour le moment pendant les fêtes, spéculoos, raisins, choux, enfin. Et moi, j'en ai acheté la semaine passée pour ma fille. Ma fille qui a 17 ans et qui a ses règles. Et elle, ça lui fait du bien. Mais moi, si je mange ce boudin noir, je me fais du tort. Donc le même aliment chez son papa fait du tort et chez elle, ça lui fait du bien. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une ferritine à 150, elle a une ferritine à 40. Donc, elle a des besoins en fer beaucoup plus importants que moi. Logique, elle perd du sang. Donc, les jeunes filles de la puberté à la ménopause devraient manger un petit peu de viande rouge par rapport aux adultes. Donc, je vous ai fait un petit résumé ici. Le mieux, c'est de faire un bilan du fer. Mais on ne va pas faire un bilan du fer chez vos enfants. Mais sachez que c'est pas bon qu'un enfant soit végétarien ou vegan.
ils ont besoin de protéines animales. Pourquoi? Les protéines animales contiennent des protéines, mais c'est même pas pour ça qu'il faut les consommer, parce que vous pouvez avoir des protéines de qualité chez les végétaux. Vous associez une céréale à une légumineuse, vous avez aussi l'amarante, le quinoa, le soja, les graines de chia qui ce sont des protéines complètes, donc qui ont tous les acides aminés essentiels. Mais l'intérêt de la viande, il est pour le zinc, la B12 et le fer. Et donc le fait d'avoir du fer, surtout chez la jeune fille, du zinc qui est la clé, le zinc, si vous voulez, c'est la clé de l'anabolisme. On fait 2 300 000 cellules par seconde. Si on ne photocopie pas notre ADN, ben, il n'y a pas de sèche. Donc il faut du zinc en période de croissance. Mon gamin, il a pris 16 centimètres en un an. Donc vous imaginez, a besoin de zinc plus important que son papa, parce qu'il y a une croissance que moi, je n'ai plus. Donc, donc, il faut qu'ils mangent des protéines animales. Alors, certains se disent, oui, mais il y a du zinc dans les végétaux. C'est vrai, mais il est peu biodisponible. Comme le fer, il faut du fer, si vous voulez, ferreux, du fer héminique qui est plus biodisponible. Et la B12, ça, vous n'en retrouvez pas dans le règne végétal. Donc, les gens végétariens le savent bien, ils doivent se supplémenter en B12. Donc, les enfants, les ados en pleine croissance, je vous encourage à donner une fois par jour une protéine animale. Les femmes enceintes, 3 fois par semaine, les femmes de la puberté à la ménopause 2 à 3 fois par semaine, et pour les hommes. Et c'est ça le malheur, c'est que les hommes croient dur comme fer, sans jeu de mots, qu'ils doivent manger de la viande pour être forts. Or, c'est tout l'inverse. Ils vivent moins longtemps, ils vivent en moyenne 7 ans de moins que les femmes. Un homme sur 3 fera un cancer avant sa 75e année contre une femme sur 4. Donc l'homme est en moins bonne santé que la femme, et notamment parce qu'il vieillit plus vite. Et il vieillit plus vite parce qu'il rouille plus vite. Donc, je vous encourage à demander à votre médecin un bilan du fer et vous verrez, messieurs, que vous avez des fois une ferritine au-delà de 200 qui augmente et qui accélère votre vieillissement. Donc, donnez votre sang et mangez un peu moins de viande. Et c'est ça le paradoxe, c'est que dans nos pays, le plus gros mangeur de viande, c'est celui qui ne devrait pas en manger. C'est l'homme, l'homme adulte, je précise. Donc, essayez de végétaliser un peu plus votre alimentation, messieurs, et mesdames, en manger des fois un petit peu plus, du bœuf notamment, parce qu'il est nourri principalement en Wallonie à l'herbe, donc c'est intéressant. C'est encore une viande de qualité. Et voilà, du matin au soir, je répète souvent à beaucoup de dames de remanger un peu de viande rouge et je dis à leur mari d'en manger moins. Et donc, messieurs, rassurez-vous, manger de la viande, manger des protéines végétales rend fort aussi. L'homme le plus fort du monde, Patrick Baboumia, il arrive à soulever 540 kilos sur 30 mètres et il est vegan, hein. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Manger des protéines plutôt le matin pour potentialiser la dopamine et la noradrénaline. Donc, un enfant qui va à l'école doit se concentrer, on est d'accord, il doit intégrer de la matière. Et bien, s'il déjeune avec du sucré, il aura beaucoup plus difficile. Donc, on évitera le sucre le matin. Alors, quand on est en vacances, on est à l'hôtel, il y a un petit croissant, pourquoi pas? Mais quand ils vont à l'école, on doit potentialiser leur concentration, leur mémoire. Donc voilà quelques petits déjeuners que je fais pour moi et mes enfants. Vous voyez, un chinois, un œuf à la coque, ici des flocons d'avoine avec un mélange de légumes et des œufs. Si ça, on évite les céréales industrielles, aller vers des mueslis, des granolas, parce que j'appelle ça les céréales killers, hein. Il n'y a rien là-dedans. Par contre, voilà, on peut faire des céréales, ça n'a pas. Ici, vous avez en magasin bio des flocons de quinoa, de millet, de sarrasin, d'avoine. Vous mettez un petit peu de cannelle, vous mettez des petites myrtilles, des pommes, ce que vous aimez bien, des oléagineux, une purée d'amandes, une purée de noisettes, et vous avez quelque chose de sympa, beaucoup plus nutritif. Vous avez ici, je vous ai mis quelques exemples. Les graines de chia, les overnight de graines de chia, très bien aussi au petit déjeuner. Ça devient tendance aussi chez les jeunes. Du granola. Vous avez des petites quiches aussi que vous pouvez faire le matin. Ici, des egg muffins. On fait ça dans nos ateliers culinaires. Ici, ce sont des extraits de mon livre. Si on est plutôt sucré, mais sans faire monter trop la glycémie, on peut utiliser des moelleux amandes myrtilles. Alors, vous n'aurez pas le temps de les préparer le matin. On est d'accord. Mais vous pouvez les préparer le week-end, la veille. Et voilà, vous donnez ça le matin aux enfants. Ça change. Donc, si ça vous intéresse, j'ai coécrit un livre avec deux de mes collaboratrices, La nutrithérapie, ça vit dans votre assiette, 10 conseils pour une santé optimale, et vous avez 70 recettes de petits déjeuners, de repas de midi, de goûter qui est disponible si vous le souhaitez chez Nutrilogique.
Les graisses. Alors, très important, un enfant ne doit pas manger moins gras. Il doit manger plus gras. 60% du poids sec d'un cerveau, c'est du gras. Et il faut y mettre des bonnes graisses. Et ces bonnes graisses, si vous voulez, vous les aurez dans les oméga 3 et les oméga 9. Les oméga 3, vous en retrouvez dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Mais il ne faut pas en manger trop non plus, les poissons, parce que je vous disais qu'il faut éviter les perturbateurs endocriniens. Donc, on fait attention non plus de ne pas exagérer. Donc là, il n'y aura pas d'autre choix de donner de temps en temps un complément d'huile de poisson où on est sûr qu'il n'y a pas des métaux lourds et des perturbateurs endocriniens. Mais bon, on peut encore, à partir de 3 ans, recommander une petite du maquereau, des sardines, du hareng. De l'huile de colza, des graines de lin, tout ça qui apporte des oméga 3, l'huile de cameline aussi, et l'huile d'olive qui est un oméga 9 que vous pouvez utiliser pour la cuisson mais sans la faire fumer. Donc, il vous faut en réalité 2 bouteilles d'huile à la maison, une bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'huile de colza pour avoir les bons acides gras. Vous allez éviter et limiter en tous les cas les graisses saturées, les charcuteries et tout ça, pas trop, les graisses riches en oméga 6, l'huile de tournesol, l'huile l'huile de pépins raisin, l'huile de maïs. La graisse de coco, c'est une graisse saturée, c'est pas super intéressant. Et surtout, éviter les graisses trans, ce sont les pires. Donc, essayez vraiment de favoriser ça parce que dans les biologies, si vous voulez, on voit qu'il y a un déséquilibre très important dans les apports en acides gras. On a souvent 30 portions d'oméga 6 pour une portion d'oméga 3. Or, la norme, c'est 4 à 5 portions d'oméga 6 pour une portion d'oméga 3. Parce que les acides gras saturés oméga 3 vous permettent d'avoir des neurones plus fluides, si vous voulez, ils auront, si vous voulez, il y aura une meilleure connexion entre les neurones et le message passera plus facilement. Et vous avez déjà remarqué que chez des jeunes, des fois, ça tilte pas toujours, hein. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais l'âge bête chez les jeunes, l'âge con, hein, s'explique. Il ne faut pas trop leur en vouloir, c'est quelque chose qui est physiologique. Donc moi, mon fils est en plein dedans. Il a 15 ans. Donc, je vais le récupérer d'ici 2 3 ans, quand il aura fini de grandir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, il a grandi trop fort, en fait. Comme en pleine croissance, si vous voulez, vous pouvez avoir des pics de 15. Je pense que mon fils, il a pris 16 centimètres en un an. Et donc, il a eu un anabolisme énorme. Donc, il a grandi. Il a un grand corps avec une petite tête. Or, quand il était petit, il avait une grosse tête avec un petit corps. Et en fait, je vous dis ça pour que vous compreniez que jusqu'à l'âge de 6 ans, plus ou moins, il y a un développement du système nerveux très très important au détriment de la croissance. Donc les enfants, ils grandissent, mais pas très vite. Ils ne prennent pas 10 centimètres sur un an, on est d'accord. Mais par contre, la tête, il se passe des choses. Ils connaissent les parents, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire. En fait, c'est inimaginable tout ce qui se passe au niveau cérébral. C'est pour ça que le lait maternel est d'abord à destination de nourrir le cerveau plutôt que de faire grandir. Le lait de vache fait l'inverse. Il nourrit plutôt à la croissance plutôt que le cerveau. Donc, tout ça pour vous dire que quand ils grandissent de manière très importante comme ça, c'est au détriment de la synaptogénèse cérébrale. C'est pour ça qu'ils deviennent un peu cons. Et ils sont tellement cons qu'ils croient tout savoir en plus. Donc, mon fils me dit tout le temps, oui, mais je sais, papa, je sais, je sais. Non, tu sais juste rien du tout, mais il croit savoir en plus. Donc là, la bêtise, c'est d'être inconscient que tu ne sais pas, tu vois. Mais le con, c'est pas qu'il est con, souvent. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça dure pas trop longtemps. Mais quand il va arrêter de grandir, si vous voulez, il y a un rééquilibrage. Et notamment, c'est lié au zinc. Le zinc a été surutilisé pour sa croissance au détriment de la synaptogénèse cérébrale. Donc, vous voyez, c'est. Donc, pardonnez-les. C'est quelque chose qui est quelque part physiologique. Donnez-leur du zinc, donnez-leur des oméga 3 pour atténuer cette période. Mais vous voyez, il y a quand même des fois pas mal d'explications dans l'assiette. Il y a beaucoup d'études ici. Ben, naturellement, on a regardé des enfants qui prenaient des oméga 3. On a vu que les scores de lecture étaient meilleurs. C'est logique, puisque ça nourrit le cerveau. Donc ici, je vais vous mettre, vous voyez, je vous mets quelques études que vous pourrez lire. Ici, on a vu aussi sur l'agressivité. Ça réduit les comportements agressifs et antisociaux de ne pas manquer d'oméga 3. Euh, Vous pouvez aussi, ça vous le savez, essayer d'épicer plus et moins salé.
Donc, quitte à, quand vous mettez l'huile, ben, vous rajoutez un petit peu de curcuma, du gingembre, du clou de girofle. Vous faites ce mélange-là, deux tiers, un tiers et une cuillère à café de poudre de clou de girofle. C'est bon, c'est anti-inflammatoire. Et comme ça apporte plein d'antioxydants, de polyphénol dans l'assiette. Les glucides, très important. On doit manger des glucides complexes, des glucides lents plutôt que des glucides rapides. Parce que si votre enfant mange des glucides trop rapides le matin, il va avoir une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Donc, à 2 heures après, il lui faudra une collation sucrée pour tenir le coup. Donc, évitez de manger du sucre le matin parce que ça va augmenter la sécrétion de manière trop importante d'insuline et qui va provoquer une hypoglycémie réactionnelle. Et l'hypoglycémie réactionnelle, si vous voulez, ben, ne donne pas que faim. Elles peuvent donner aussi des coups de pompe, des baisses de concentration. Donc, c'est très important de ne pas manger trop de sucre. Alors, pensez aussi que le sucre n'est pas que des aliments qui ont une saveur gustative sucrée. Ce sont aussi des aliments qui ont le goût des fois salé qui peuvent faire monter le taux de sucre sanguin. Donc, vous voyez, ici, 3 tranches de pain, c'est très sucre. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit plus manger du pain. Je dis simplement que quand on fait des repas tartines, c'est peut-être pas le meilleur repas et pourtant en Belgique, on est très attaché à son pain. On a tendance des fois à faire à nos enfants beaucoup des repas tartines. Or, ben, comprenez qu'ils ont quand même proportionnellement beaucoup plus de pain que de légumes et de protéines. Et c'est peut-être pas la meilleure solution. De temps en temps, pourquoi pas, mais aussi, ben, il y a pain et pain. Évitez les pains de mie, les pains à risque. Prenez plutôt un pain noir allemand, quelque chose qui est plus lent à digérer. Parce que s'il est plus lent à digérer, il passe plus lentement dans le sang. S'il passe plus lentement dans le sang, ben, c'est un index glycémique plus bas. La baguette à éviter, ça doit être très occasionnel parce que ça fait monter très vite le taux de sucre sanguin du fait que la mie est aérée. Qui dit aéré dit vite digéré. Les frites, vous voyez. Alors, je ne dis pas qu'on doit arrêter de manger des frites, des pâtes et tout ça. Non, moi, j'en mange, mais j'essaie de ne pas manger ça comme plat. Donc, évitons de donner dans les cantines scolaires des plats de frites, des plats de pâtes. On utilise, voilà, si vous mangez un pavé de saumon avec la moitié d'assiette de brocoli et un peu de tagliatelle, c'est génial. Ça va? Si vous mangez une viande avec un peu de frites et des légumes, ça ira. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les plats de féculents. Parce que si vous êtes assis au bureau et si votre enfant est à l'école, automatiquement, il va avoir une hypoglycémie réactionnelle. Et souvent, c'est ça qu'il faut combattre. Beaucoup d'enfants, ils démarrent avec du sucre, ils sont agités, agités. Ils croient qu'ils ont de l'énergie, mais en fait, ils n'en ont pas tellement parce que le sucre monte tellement vite qu'il redescend aussi vite qu'il est monté à cause de l'insuline qui est libérée. Et donc, ce sucre, en fait, il va se transformer très vite en graisse, donc ça fait prendre du poids. Le problème, c'est que tu as bouffé du sucre et tu as encore envie de sucre. Ben, c'est logique puisque tu es en hypoglycémie réactionnelle. Tu remanges du sucre et toute la journée, c'est des hauts et des bas. Et sur 10, 20, 30, 40 ans, ça épuise le corps et ça épuise le pancréas qui crache de l'insuline. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, comme j'ai eu tout à l'heure en consultation, un homme de 40 ans qui souffre d'un diabète. C'est pas normal. À 80 ans, je dois encore bien l'accepter, mais pas à 40 ans. Mais ça, c'est lié, pas aussi derniers mois, c'est lié de ce qu'il fait depuis son enfance, vous comprenez? Et la santé, c'est essayer d'avoir une glycémie la plus stable possible, comme ça. Pas d'hyper, pas d'hypo. Et vous pouvez demander à votre médecin de mesurer votre glycémie à jeun qui doit être en dessous d'un gramme de glucose par litre de sang et une insuline pas trop élevée. Le plus bas c'est, mieux c'est, entre guillemets. Comme ça, on voit que votre pancréas arrive à maintenir un bon taux de sucre sanguin sans forcément libérer trop d'insuline, ce qui traduit que vous avez une bonne sensibilité à l'insuline. Vous retrouvez très facilement sur Internet les aliments à faible index glycémique, donc qui ne font pas monter trop vite la glycémie et ceux à haut index glycémique élevé. Donc voilà, c'est pas compliqué. C'est tous les produits naturels, non transformés, ont souvent un index glycémique bas et les produits transformés, ultra transformés, ont souvent un index glycémique élevé, donc à consommer occasionnellement, mais pas quotidiennement. Alors, concrètement, parce que le but, c'est de vous donner des exemples concrets, ça ne va pas révolutionner, vous ne devez pas tout changer, mais regardez, entre 4 tartines de salami ou de jambon, je ne sais plus ce qu'il y a dedans ici, on pourrait mettre un peu moins de pain, mais charger un peu plus les tartines et y mettre un petit bol de soupe et avec un peu plus de légumes. Ben voilà. Et quand on propose ça aux enfants, ils aiment mieux manger ça que ça, hein, ça va? Donc, vous pouvez aussi faire, voilà, quand on va dans les cantines scolaires, ici on est
On est pour le moment à Liège Atlas. C'est une école qui s'occupe notamment de sportifs. On est en train de revoir tous les repas chauds, si vous voulez. Et donc, les proportions qu'on recommande, c'est ça. Moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. On essaie d'arriver à ça. Et, et ça, et c'est comme ça qu'on atteint, si vous voulez, cet équilibre. On peut aussi aller vers des choses pratiques comme les WAPS. J'aime mieux les WAPS des fois que les tartines. C'est pas que le pain est de meilleure qualité, que du contraire, mais l'avantage c'est qu'il y en a moins. Et par contre, on peut charger beaucoup, beaucoup plus. Ça, je fais encore bien de temps en temps à mes ados. Ils aiment encore bien. Vous voyez, proportionnellement, on a quand même beaucoup plus de farce, on a beaucoup plus de légumes et un petit peu moins de pain. Ici, vous voyez, on était dans une école primaire. Ils ont adoré. Les enfants, ils aiment bien les olives, les petites tomates, les amandes, le chocolat noir. C'est des trucs qui passent bien. Et là, on a un repas complet. Pas chaud, mais c'est un repas complet. Essayez aussi de donner des fruits, des oléagineux aux enfants. Le chocolat, au moins à 70%, habituez-les à consommer celui-là. Et vous verrez que à force de le manger, ben, ils trouveront ça meilleur que le chocolat blanc. Euh, voilà, ça c'est des petits goûters que l'on fait, et rien de compliqué. Ça c'est, voilà, je vous ai fait une photo de la collation que je donnais à mes enfants. Mais voilà, c'est des trucs qui passent bien. On peut faire des smoothies aussi. C'est mieux que les jus de fruits. Les smoothies, si vous voulez, contiennent encore pas mal de fibres par rapport aux jus de fruits, hein. On peut faire des barres céréales. Enfin, il y a plein de pâtisseries aussi sympas que vous pouvez retrouver très facilement. Il y a moyen, franchement, de cuisiner avec beaucoup moins de sucre. Donc ici, c'est la pyramide alimentaire, vous voyez qu'on a redessiné avec l'Union des nutrithérapeutes francophones, donc beaucoup plus de légumes, des céréales complètes, du bon gras, des oléagineux. Pensez-y, ça se nourrit bien le cerveau, des petits poissons gras, des œufs, de la viande, et on met à la pointe de la pyramide, si vous voulez, tous ces produits industriels. Donc, je préfère qu'on mange 200 calories d'un bon jus de fruits et légumes que 0 calories d'un soda zéro, hein. Petit rappel, mais c'est important que il faut pas manger des produits allégés, des produits light et tout ça. Si vous voulez, ça fait grossir aussi. Je sais bien que beaucoup ne comprennent pas, mais l'aspartame, si vous voulez, abîme la flore. Et comme ça abîme la flore, ça rend la flore diabétogène. Donc, ça a été prouvé que l'aspartame augmentait les risques aussi de diabète par un autre mécanisme. Ça ne fait pas monter la glycémie, mais ça perturbe notre flore intestinale qui impacte sur notre sensibilité à l'insuline. Faut pas s'étonner des fois qu'on mange mal parce que 55% des publicités font la promotion de ce qu'il faut pas manger. On voit pas beaucoup de publicité sur les lentilles, sur l'huile de colza, sur les oléagineux. On voit jamais ça à la TV. Par contre, tout ce qu'il faut pas bouffer, on en parle tout le temps. Les produits laitiers, on peut en manger un petit peu, mais ça ne se justifie pas autant de publicité, mais c'est comme ça. Vous voyez, donc on fait beaucoup la promotion de la pointe de la pyramide, pas de la base. C'est un peu dommage. Donc focalisez-vous, et surtout avec vos enfants, en résumé, sur ceux qui ne mangent pas assez que ceux qui mangent de trop, parce que ça ne marche pas non plus de dire aux enfants qu'il faut pas manger ça, que c'est pas bon pour la santé, que ça donne le cancer. Ils s'en foutent, et heureusement. Vous imaginez le gamin de 8 ans qui se tracasse d'avoir un cancer, ça serait dommage. Donc on ne doit pas leur parler comme ça. On ne doit pas leur parler de ce qu'il faut pas manger. On doit essayer de focaliser leur attention sur ce qu'il faut manger. D'un point de vue psychologique, ils seront beaucoup plus réceptifs à ça. Et rassurez-vous, le corps va faire le reste. Un corps bien nourri n'a pas faim. Une envie, c'est jamais autre chose que le corps qui réclame quelque chose. Un corps bien nourri, si vous voulez, ne réclame pas. Donc, si votre enfant a bien un petit déjeuner, comme les exemples que je vous ai donnés, eh bien, il préférera jouer foot ou sauter à la corde ou se détendre que manger, parce que l'enfant s'écoute, vous comprenez? Donc, il y a pas besoin de lui mettre une collation, ou si vous lui mettez, il ne la mangera pas, parce qu'il n'aura pas faim. Par contre, s'il mange des Kellogg's le matin, c'est logique qu'il faudra lui mettre un Mars et ça repart, hein. C'est normal. Donc, essayez de comprendre qu'une envie, si vous voulez, c'est le corps qui réclame, mais on peut faire ce qu'il faut pour qu'il ne réclame pas. Et donc bien nourrir. Et quand on nourrit bien, si vous voulez, les excès qu'on ne doit pas combattre, ils vont partir, si vous voulez, par un effet chasse positif. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un des principes de la nutrithérapie, c'est de ne pas focaliser l'attention sur les excès, mais plutôt sur ce qu'on ne mange pas assez.
Et je vais terminer avec quelques recommandations par rapport à la complémentation nutritionnelle qui pourrait être intéressante chez nos jeunes. Alors, moi personnellement, j'ai toujours donné à mes enfants un complexe multivitaminé. Alors, on va partir pour que ça soit clair à partir de 3 ans, parce qu'avant 3 ans, il y a des spécificités, si vous voulez. Bon, ici, je ne peux pas faire une consultation, mais je vais vous donner des conseils d'ordre généraux. Ça va? Donc, vous avez des complexes multivitaminés. Ça, j'ai donné, c'est sous forme de poudre. Ça s'appelle Multi-Essentiel Junior. Si vous voulez, pourquoi je fais attention aux complexes multivitaminés? Parce que 70% des complexes multivitaminés qu'il y a sur le marché sont à taper à la poubelle. Ils sont soit de mauvaise qualité, soit pas d'origine naturelle, ou soit il y a des combinaisons qui ne sont pas valables. Et donc là, c'est une forme en poudre parce que ben, un petit enfant de 3 4 ans, il ne sait pas forcément avaler. Donc vous diluez ça dans de l'eau au petit shaker et vous pouvez donner ça tous les matins. C'est un petit goût d'orange, c'est pas désagréable. Et vous êtes certain que votre enfant a des apports recommandé en certains nutriments. Alors, c'est vrai que s'il mangeait très très équilibré, il ne manquerait de rien, mais c'est devenu très compliqué de ne manquer de rien. Et moi, personnellement, je prends aussi, même si je mange bio, même si je fais attention, un complexe multivitaminé tous les matins. Je prends personnellement, moi, celui-là. Donc, c'est un complexe multivitaminé où vous avez des produits d'origine naturelle, mais pas que. Vous n'avez pas que les vitamines, vous avez des polyphénols, vous avez de la quercétine qui est excellente pour la santé, vous avez du lycopène, de la lutéine, de la vitamine D, de la vitamine E naturelle. Vous voyez, beaucoup de labos ne proposent pas forcément celle-là, de l'iode pour le développement cérébral de l'enfant. Donc, moi, je pense personnellement, la base, c'est de donner un petit complexe multivitaminé, pas méga dosé, c'est des doses nutritionnelles, donc vous ne sauriez jamais tomber en surdosage avec ça. Et donc, prendre ça tous les matins, bon, pour moi, c'est un bon complément à une alimentation équilibrée. Si déjà tout le monde pouvait faire ça, donc retenez que ça, c'est plutôt pour une forme en poudre, pour les petits qui ne savent pas avaler. Et à partir du moment qu'ils savent avaler, vous pouvez donner ça à vos enfants, vos ados le matin au petit déjeuner. Un comprimé, c'est très bien. Alors, si, ça c'est la base, si votre enfant est fatigué, stressé, style trouble déficitaire de l'attention, turbulent et tout ça, il faut l'apaiser, comme nous. Donc, quand on est stressé et fatigué, on prend du magnésium. Eh bien, vous pouvez donner du magnésium à un enfant, ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, vous avez des formes en sachet et des formes en comprimé. Vous avez des petits et des grands comprimés. Si vous connaissez MG Complete, les gélules sont plus grosses que celles-là. Donc, il y a des petites gélules qui sont la moitié de celles-là. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Mais que vous pouvez complémenter, si vous voulez, parce que dans le complexe multivitaminé, il n'y a pas de magnésium. Parce que le magnésium, si vous voulez, on en a besoin de beaucoup plus par rapport aux autres vitamines. Parce que nos besoins sont assez importants vu la fatigue, le stress et l'environnement, des fois très sollicitant, qui surutilise un peu notre magnésium, si vous voulez. Donc, vous êtes vous-même, parent, un peu fatigué, stressé, ben, prenez un comprimé d'MG Complete à chaque repas. Vous verrez, ça fait du bien. Et si vous avez votre enfant qui, à une certaine période, est un peu turbulent, fatigué, par exemple, ma fille, elle a un peu un syndrome prémenstruel. Vous voyez, elle a mal au ventre avant les règles et tout ça. Ben, je lui ai donné 3 mg Complete. Et ben, ça va déjà mieux parce que le magnésium avec la vitamine B6 va cataboliser les œstrogènes, donc ça l'aide. Vous voyez, donc ouais, elle prend son petit complexe multivitaminé, mais avant les règles, elle n'oublie pas de prendre son magnésium. Enfin, elle n'oublie pas. J'aimerais qu'elle n'oublie pas. Si je lui mets pas en bouche, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce n'est pas une obligation, mais je vous dis, moi, ce que j'ai fait avec les miens, j'ai donné des oméga 3. Parce que comme je savais que le poisson était intéressant pour les oméga 3, j'étais à un moment donné mal à l'aise de cuisiner trop de poisson aussi, parce que je savais aussi que je devais limiter les perturbateurs endocriniens, hein, ces microplastiques qu'on retrouve dans les eaux. Donc, je vous conseille pour les tout petits, en dessous de 3 ans, ne donnez pas de poisson. C'est trop pollué. Ils sont trop perméables à ça, donner un complément d'huile de poisson ou vraiment le poisson occasionnellement. Mais le bénéfice-risque, si vous voulez, n'est plus en faveur du poisson chez les tout petits. Donc, vous avez des huiles de poisson, oméga 3 kits, qui sont sous forme liquide, si vous voulez. Et puis, quand ils sont plus grands, ben, vous pouvez leur donner un comprimé, puisque
là, on constate que l'alimentation est très déficitaire en oméga 3 d'origine animale EPA DHA. Donc, ce sont des longues chaînes. Par contre, vous donnez de l'huile de colza naturellement. Mais voilà, l'huile de colza peut ne pas suffire si vous voulez, ça peut être utile. Donc, voilà, pour moi, on pourrait donner d'autres choses, mais je pense que ça, c'est ça qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne croissance et que nos enfants ne manquent de rien? Si on pouvait déjà leur donner un petit complexe multivitaminé à certaines périodes, si vous avez un enfant qui est un peu agité, stressé, du magnésium euh, et des oméga 3, ben déjà ça, on pourrait déjà combler pas mal de déficits. Alors, je vous ai mis, s'ils sont malades, c'est ce que j'ai fait avec moi pour éviter des fois, normalement, ils seront moins souvent malades s'ils mangent bien, s'ils dorment bien et qu'ils prennent un petit complexe multivitaminé avec du zinc. Normalement, vous mettez toutes les chances pour qu'ils aient une meilleure réponse immunitaire. Si malgré tout ils tombent malades, moi je leur donnais de la propolis. Voilà, c'est le sirop de propolis de chez Soria, il est très bien. Vous en avez chez Nutrilogique, ça j'en ai pris des bouteilles, ça il y en a toujours une dans le frigo. Et quand les premiers symptômes arrivent, ils savent bien, on prend un petit peu de sirop. Et un que j'aime bien aussi, c'est différent, c'est plutôt un immunomodulateur, c'est des extraits de bêta-glucan. Donc c'est des extraits de champignons. Et vous savez que la mycothérapie, c'est quelque chose qui est très intéressant pour stimuler l'immunité. Donc je leur donnais ça avec un petit peu d'Immunix pour essayer de soutenir l'immunité pendant cette période-là. Et si vous avez des enfants qui ont des troubles intestinaux, il faut les traiter. Ça va parce que ça va répercuter sur leur immunité et sur leur digestion. Donc, je peux vous encourager à faire de temps en temps une cure de probiotiques. Vous en avez deux qui sont très bien pour enfants, un de chez Innovance et un de chez Pilège. Et voilà, vous pouvez varier les deux, mettre ça un jour sur deux et faire une cure comme ça de Lactibiane pendant un mois ou deux. Voilà, observez si les selles sont pas consistantes, s'il se plaît qu'il a mal au ventre, tout ça. Voilà, on peut essayer. Alors, ça sera peut-être pas suffisant, il faudra peut-être en parler à votre médecin, mais en tous les cas, c'est des choses, voilà, je vous ai partagé ce que je recommande assez souvent chez les enfants. Comme ça peut, je l'espère, vous aider. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si le sujet vous intéresse beaucoup et que vous avez un petit goût de trop peu, ben, je donne une initiation à la nutrithérapie chaque année. Vous pouvez aller sur mon site Van Vlodon Nutrition, elle est disponible en e-learning, ou alors vous pouvez venir l'année prochaine, le 30 et 31 mai, c'est 2 jours de formation pour le grand public. Et là, on parle de l'alimentation des enfants, du surpoids, du cancer, des maladies cardiovasculaires, de la dépression, du burn-out. Donc voilà, si c'est un sujet, si si vous portez un intérêt, si vous voulez, pour la nutrition, la nutrithérapie, ben, ce week-end devrait peut-être vous aider à voir plus clair. J'ai écrit aussi quelques livres qui sont aussi disponibles dans la librairie de chez Nutrilogique, donc il suffit de taper le nom, vous les retrouverez. Et j'ai rajouté celui-ci qui n'est pas de moi, mais qui est d'étudiantes, si vous voulez, parce que je suis l'heureux directeur d'une école et il y a des étudiantes qui ont écrit un super livre et qui est je le mets un peu en avant parce il correspond, si vous voulez, à l'alimentation des enfants et c'est assez sympa parce que c'est des recettes très faciles, mais qui sont faites pour être faites en famille, si vous voulez. Donc voilà, il ne coûte pas grand-chose, il est à 12 euros, mais si vous voulez commencer à apprendre à vos enfants à mieux cuisiner, ben, ce livre devrait vous aider. Sinon, celui que j'ai écrit, c'est la nutrithérapie, ça vit dans votre assiette, et c'est là que je vous ai montré quelques extraits dans la conférence. Et alors, c'est la page de pub hein, pour le moment, vous avez compris. Hein. Donc, parce que il y a pas mal de choses qui sortent et je suis très heureux de vous le partager parce que ça, on vient de le terminer. Donc, je vous disais, j'ai créé une ASBL qu'on appelle Sacaré et le but, si vous voulez, c'est avec des fonds, on essaie de faire de la promotion de la santé par la nutrition chez les jeunes, dans les écoles et tout ça. Donc, on a fait un jeu de table et donc qui vous permet justement d'apprendre à mieux manger, mais de manière ludique. Donc, c'est un travail qui nous a pris 2, 3 ans. Enfin, je dis con, mais je n'ai pas beaucoup participé. C'est Camille Delvecchio et Véronique qui ont travaillé vraiment là-dessus et le résultat est superbe.
Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà eu. Il est sorti il y a un mois et il est disponible si vous le souhaitez chez Nutrilogique. Donc, si vous voulez mettre ce petit cadeau-là en dessous du sapin, ça nous fera plaisir. Et tous les bénéfices de ce jeu-là sont redistribués totalement pour justement faire de la promotion de la santé dans les écoles. Et donc, s'il y a des parents aussi ou s'il y a des instituteurs et institutrices, n'hésitez pas à nous contacter. On peut faire des ateliers dans votre école. Juste un petit rappel qui est quand même important, hein, c'est que ce soir, les informations qui vous ont été données sont vraiment pas des conseils médicaux personnalisés, hein. Donc, si vraiment si votre enfant a des problèmes de santé, tournez-vous vers un médecin, un pédiatre, un thérapeute ou un spécialiste formé en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous cherchez des thérapeutes orientés dans votre région, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@nutri-logix.com et l'équipe se fera un plaisir de vous guider. Alors, je vais essayer de récupérer les questions parce que Et tout tout le à monde fait, est très c'est vrai que tu as bien fait de le dire, Cédric. Donc, le but, c'est par la Oui, nutrition que vous veniez nous consulter ou consulter des collègues. Voilà, c'est vraiment un soutien de la santé. On s'occupe principalement de la santé et pas forcément de la maladie, hein. Vous allez chez votre médecin pour traiter une ça, maladie, mais on va chez le nutrithérapeute pour soutenir sa santé. Donc, c'est très important. Mais voilà, ça. On devrait, et je l'espère, aller aussi chez son médecin pour soutenir sa santé, mais voilà, pour le moment, il y a de plus en plus de médecins qui s'intéressent à la nutrition et c'est tant mieux. Mais voilà, je pense que... Et ça commence dès l'enfance. alors, je vais passer aux questions. Vous avez été très indiscipliné puisque je vous ai bien demandé plusieurs fois de mettre vos questions dans l'onglet questions-réponses et vous l'avez mis beaucoup pour la plupart dans le chat, ce qui fait que j'ai dû essayer de choper les questions comme ça, mais comme il y a beaucoup, j'essaye de ne pas en passer de trop en tout cas. Un bébé qui serait né par césarienne n'a pas la même flore intestinale. Vers quel âge est-ce que tout ça peut se rétablir? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose pour un bébé qui est né par césarienne? Oui, ben, très bonne question. Donc, en effet, la flore du bébé est stérile à la naissance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer enfin, il va profiter de la flore de la maman. Donc, comment préparer une bonne flore? C'est déjà, moi, je donne des probiotiques au dernier trimestre de la grossesse. Comme ça, on prépare la flore de la maman. Et quand l'enfant naît par voie basse, il prend une pelletée, si vous voulez, de la flore vaginale et anale de la maman. Et c'est ça qui va coloniser. Mhm. S'il naît par césarienne, il ne risque de profiter que des bactéries de la salle d'op, ce qui n'est pas forcément les meilleures. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre des probiotiques au niveau du mamelon ou de la tétrelle pour qu'ils profitent, si vous voulez, de bonnes bactéries. Ce qui se fait aussi, c'est moins courant, mais ça commence, ça se fait très souvent en Allemagne, c'est que la sage-femme prend une lingette, le met en contact avec la flore vaginale de la maman et on en met on le met dans le leur d'eau pour reproduire, si vous voulez, ce qui aurait dû se produire quand l'enfant passe par voie basse. Merci. Mais quelles sont les proportions? Qu'est-ce que tu mets comme quantité de bicarbonate dans ton eau pour nettoyer tes fruits et tes légumes? Ben, moi, j'en utilise pas parce que j'achète principalement tout bio, mais si Mhm. c'est bio, vous mettez une cuillère à café. Ouais. Alors là, on a besoin d'un petit truc de coaching. Comment ne pas créer de la frustration chez son enfant en lui apportant une nourriture comme tu le proposes? Et la frustration, c'est de connaître quelque chose et de le retirer. Mhm. Ah, donc le plus simple, c'est de commencer tout petit, on est d'accord. Donc si demain, vous proposez des flocons de quinoa à votre enfant et que la veille, il a mangé des chocs à pic, il va me détester, ça c'est sûr, il va être frustré. Donc on va y aller progressivement. On va mettre la moitié de ces chocs à pic et on va mettre ça avec un petit peu de flocons d'avoine, on va rajouter quelques amandes, on va y aller progressivement et on va essayer de lui expliquer pourquoi on le fait. Alors, on n'arrive pas à sensibiliser un enfant avec l'aspect santé de l'assiette. C'est normal. Il ne va pas se tracasser à la prévention d'une maladie cardiovasculaire à leur âge. Mais par contre, il y a plein de choses qui les touchent. Je vous donne un exemple. J'ai une médecin qui m'a envoyé son fils de 15 ans.
Il me dit, elle m'appelle, Pierre, est-ce que tu saurais, parce que moi, il ne m'écoute pas, ben, c'est vrai que nul n'est prophète dans sa paroisse, et il me dit, est-ce que tu pourrais le recevoir? Et en fait, je lui ai expliqué, il a des problèmes de peau, il a beaucoup d'acné, et ça le complexe, il en a même dans le dos et il essaie de ne plus aller à la piscine, tellement que le gamin, il est pas bien à cause de ça. Donc j'ai focalisé là-dessus, je lui ai dit, tu vois ton Nutella que tu bouffes le matin, c'est ton huile de palme, ben, tu transpires cette huile-là, ça te bouche les pores, regarde, c'est une saloperie pour ta peau. Et là, j'ai vu que, ah oui, ah, je me rendais pas compte, parce que comme il est comme ça tout maigre, il se dit, mais je peux bouffer n'importe quoi, mais non, tu peux pas bouffer n'importe quoi, regarde l'état de ta peau, tu as toute cette saloperie qui ressort par ta peau. Donc, je l'ai sensibilisé par ça. J'essaye de voir chez jeunes. J'en ai qui adorent le sport. Ben, je leur explique, tu sais, les sportifs de haut niveau, il n'y en a aucun qui n'est pas suivi par un nutritionniste. Si tu veux faire carrière là-dedans, tu es obligé de te préoccuper de ton assiette. J'essaye toujours de trouver une entrée pour essayer de les sensibiliser, vous voyez, parce que c'est important de savoir pourquoi tu le fais. Nous, adultes, ben, on le sait. Mais eux, ben voilà, il faut essayer des fois de les sensibiliser par rapport à ça. Et ça peut être par exemple d'un point de vue écologique. Mon fils, à un moment donné, j'ai des enfants qui adorent les animaux. Et il me dit, mais pourquoi moi j'ai pas de Nutella? Mais je dis, je lui ai pas dit parce que c'est mauvais pour la santé. Il s'en fout. Il avait 6 7 ans. Je lui dis parce que je sais bien que tu aimes bien les animaux. Je sais bien que tu aimes bien les orang-outans et tout ça. Et ben si j'achète ça, et ben on déforeste. Tu comprends? Donc je l'ai joué l'aspect écologique de ça. Donc il faut essayer de trouver pour au final faire quoi? Un peu de marketing positif et de leur dire, ben voilà, je te conseille ça parce qu'il y a un intérêt aussi pour ça. Et donc, voilà. Et après, la frustration dure qu'un temps. Et retenez une chose aussi, que plus un enfant mange sainement, plus il a envie de manger sainement. Ça va? Plus il bouffe des crasses, plus il aura envie de manger des crasses aussi, hein. Donc, c'est pour ça que et ça, j'en ai pas parlé, mais essayez d'assister des fois. Parce que des fois, j'entends, oui, mais il n'aime pas les tomates, hein. Oui, mais il n'aime pas les brocolis. On s'en fout. Insistez. Parce qu'il peut aimer les brocolis. Il peut les aimer s'il en mange. Un enfant. Et je parlais avec un directeur d'école qui me disait c'est compliqué dans notre école, en fait, parce que euh, on a une collation saine par semaine et c'est déjà difficile de faire manger un fruit par semaine à certains enfants. Et je disais au directeur, c'est normal. Tu ne peux pas aimer les fruits en n'en mangeant qu'un par semaine. C'est juste Mm. impossible. Par contre, les enfants qui aiment les fruits, c'est que ceux qui en mangent tous les jours. Donc la répétition crée le plaisir. Donc insister, insister. D'ailleurs, à 6 mois, on diversifie l'alimentation, on insiste hein, pour leur foutre cette première panade. Pourtant, ils viennent du lait maternel qui est pas super bon gustativement. Tu viens avec une cuillère de Nutella, ils n'en veulent pas, hein. Ils veulent le lait maternel. Et à un Mm. moment donné, on dit non, tu dois diversifier. Et on insiste et on fait du marketing déjà très petit avec eux. On fait l'avion. On fait un grand sourire, on essaye qu'il l'avale. Et en fait, il recrache, 100% des enfants recrachent. Pourquoi? Parce qu'il y a un rejet de ce que je ne connais pas. Et c'est une protection. Mhm. Et à un moment donné, quand il s'est rassuré, qu'il voit le sourire de papa, de maman, qu'on rigole et tout ça, et ben la 10e bouchée, son petit cerveau lui dit que c'est bon. Donc, c'est ça que je Mm. veux dire. On peut tout aimer. Ça va? Donc, tout est drogue. Et donc, habituez-vous, vos enfants, à faire du sport, à manger des fruits et des légumes, et ils aimeront. C'est promis. Valérie qui nous demande la place de la vitamine D pour les enfants, enfin, pour les Très enfants en bas âge et important. pour les Ça, adolescents. vous savez que la vitamine D est très importante et ça, les pédiatres vous le disent, donc ça, j'ai pas peur, en 800 unités tout petit. Ce que je regrette des fois, c'est que les parents, ils arrêtent. Ben, il faut pas arrêter. Mhm. N'arrêtez pas à 2 3 ans, vous continuez et vous essayez, vous voyez avec votre médecin, mais la tape, c'est 1500 unités chez les enfants. Et quand ils commencent à grandir en pleine croissance, vous pouvez monter à 2000 unités parce que c'est très, très important de ne pas en manquer pendant ces montées, surtout de croissance. Mais Est-ce que voilà, les... Pardon, pardon. avec le complexe multivitaminé, vous avez déjà de la vitamine Mhm. D. C'est ça, Après, ouais. vous le gardez, hein, vous voyez avec le pédiatre ou votre médecin. Si votre médecin vous dit 2000 unités, ben vous le gardez. Le Multivita Boost, il apporte 800 ou 1000 unités. Ben vous pouvez compléter avec une goutte si nécessaire et on peut faire aussi une prise de sang. Mais repas. Et donc, tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, prenez votre vitamine D tout l'hiver pour arriver à un taux entre 50 et 60, qui est un taux optimal.
Est-ce que les oméga 3 sont conservés en cas de poisson gras congelé? Bien sûr, oui, oui. Donc la congélation pour le poisson ne préserve les oméga 3, c'est juste la cuisson. Donc si vous cuisinez votre saumon, essayez de le faire pocher ou à la vapeur. Mhm. Et s'il est dans un four à 200-250 degrés, oui, là, il sera plus grand. Et une dernière question, quel probiotique, pardon, peut-on choisir pour régénérer le microbiote intestinal des enfants après une prise d'antibiotiques? Ben là, je vous en ai montré deux. Mhm. Après, il y en a certainement d'autres, hein. Vous pouvez varier les sources de probiotiques. Chez Nutrilogique, il y en a. Vous pouvez aussi demander à votre pharmacien. Ça, il y en a pas mal. Eh bien, voilà pour les questions. Merci beaucoup, Pierre, pour ton partage de connaissances, hein, et de nous faire partir avec toutes ces idées concrètes, comme d'habitude, ce qui Euh, permettra de voir peut-être l'assiette de nos ados, de nos enfants un peu différemment. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire entre le boulot, la vie de famille, les devoirs, le repas. Je sais que c'est quelque chose de compliqué. Donc, je prends aussi un petit instant pour remercier toute l'équipe Nutrilogics parce que ce genre de soirée, ben, sans toute une équipe derrière, c'est possible à faire. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt dans un mois ou deux, je pense. Pierre, janvier ou février, je pense, pour un prochain webinaire Ok, ouvert et avec plaisir. dont on n'a pas encore le titre, mais rassurez-vous, ça arrivera très vite. Passez une belle soirée. Merci beaucoup, Pierre. À la prochaine. Bonne soirée et passez de très belles fêtes. Belle fête, oui, effectivement. On y est déjà. Belle soirée à tous. Au revoir.